On avait trouvé une manière de gagner de l'argent pour se payer nos propres paires. On vend plus des produits sans avoir un vendeur derrière. Le taux d'annulation des commandes aujourd'hui, c'est à peu près 2%. Donc ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on a envoyé des DM à tous les joueurs de Ligue 1. Mardi soir, il m'appelle, il me dit « Ah ça, Mika, comment tu vas ?» et tout. « Faut que tu viennes à Clairefontaine. Je suis en train de m'entraîner avec la sélection. » Minuit, je me dis « Tiens, je vais regarder combien de chiffre d'affaires on a fait. » Et je vois le chiffre qui est un peu plus d'1 million d'euros. Co-fondateur et président de WeThenue. Merci beaucoup d'être avec nous dans Good Morning Business. Quand on s'est mis à dépenser un peu plus en marketing, le chiffre d'affaires il s'est mis à croître significativement. Par contre, l'équation économique, elle s'est inversée. Je tenais vraiment à remercier le sponsor de cette saison 2, il s'agit de Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction de site web no-code qui te permet de gérer facilement ton site en plusieurs langues. Très simplement, Weglot traduit et affiche tous les contenus de ton site, ça t'évite ainsi d'avoir à gérer plusieurs sites web pour plusieurs marchés. Et en vrai, ça change tout. Avant, traduire son site web, c'était un projet interminable avec des centaines d'échanges entre traducteurs, développeurs et équipes marketing. Nous, par exemple, on l'utilise pour notre site lachapelle.club, mais également pour toutes nos verticales comme Kowabunga, Notion Ninja ou même le Poney Club. Fais l'essai et va sur lachapelle.club. Tu pourras retrouver le site en français et en anglais bien sûr, mais aussi en allemand, en espagnol, en italien et on s'est même fait un kiff avec la traduction en japonais. Pour conclure, Weglot affiche ton site web en plusieurs langues, gère la traduction de ton site web en combinant traduction automatique et humaine bien entendu, et tout ça en optimisant ton SEO multilingue. Weglot est utilisé par plus de 70 000 sites web multilingues à travers le monde avec des clients comme Microsoft, IBM, Clarins, Ecovadis, Pigment, Silver et donc La Chapelle. Tu peux donc tester gratuitement et les yeux fermés pendant 10 jours, c'est gratuit, et ensuite profiter d'une réduction de 15% sur ta première année avec le code SANDWICH15. SANDWICH 15 avec le code sandwich 15, du coup 15% sur ta première année. Merci beaucoup et bonne écoute. Yes, ouais, on était en train de parler avec Mickaël de ce petit jeune qui s'appelle Simon que je coach un peu en pro bono là, le mec comme je te disais 16 piges première et en fait il fait vraiment votre métier. C'est-à-dire qu'il trouve des sneakers qu'il trouve sur Vinted, il les fact-check et tout pour voir que c'est pas du fake et tout. Il a fait sa communauté sur Insta, je crois qu'il a entre 10 et 15 000 followers. Il fait ses ventes privées et en fait il m'éclate. Je fais une petite visio avec lui toutes les semaines et je vois il est dans sa chambre d'études, d'adolescent quoi. Et il a des montagnes de pompes derrière lui et du coup là maintenant il faut qu'il passe un step et c'est pour ça qu'on se parle tous les deux quoi. Trop bien. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Il fait que du neuf ou il fait de l'occasion, Simon? Et du coup, il fait, je crois qu'il fait il fait beaucoup d'occasions. C'est-à-dire que quand il fait de l'occasion, du coup, après, il les retape. Mais souvent, je pense que c'est beaucoup quand même de neuf. Je pense un peu la classique, les gens qui l'ont eu. Je sais pas, tu m'expliqueras vous comment ça marche chez vous, mais c'est beaucoup de gens, soit qui font de l'achat-revente, soit ou alors simplement c'était pas la bonne taille et du coup ils vous la revendent. Non, je sais pas comment ça. Ouais, non, c'est exactement ça. Et c'est marrant parce que quand tu me dis qu'il fait de l'occasion, ça me surprend pas tant. Parce que c'est la mode d'aujourd'hui, quoi. C'est de trouver une paire de baskets seconde main, dans un bon état, où t'es sûr que le produit est authentique. Ouais. Parce que quand nous, on a commencé en 2018, on était des mini Simon, en gros. Ouais. Nous, on essayait d'avoir les paires limitées quand elles sortaient en magasin et sur Internet. Et on se disait, on va essayer d'en avoir 2 ou 3. Comme ça, on peut en vendre 2, gagner un peu d'argent et se payer notre propre paire parce que nos parents, ils nous disaient, jamais de la vie, t'auras 10 paires de baskets par an, quoi. Ouais, en fait, vous, de base, vous êtes des fans de sneakers. Exactement. Qui aimaient bien, du coup, en fait, toutes les éditions limitées, mais du coup, quand même, qui coûtaient un peu cher. Et en fait, vous aviez trouvé un peu ce hack pour les avoir gratos, quoi. Ouais, exactement. En fait, on avait trouvé une manière de gagner de l'argent pour se payer nos propres paires. Et ce qui était très difficile, mais ce qui est toujours le cas aujourd'hui, c'est que la raison pour laquelle un WeThenue marche aussi bien, c'est qu'on vend des produits que tu trouves très difficilement en magasin et sur Internet. Parce que quand ils sortent, c'est à 1 heure, une date bien précise, ça sort en magasin, et ensuite c'est sold out quasiment instantanément. Et après, c'est impossible de l'avoir parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de produits disponibles. Et ça, on a commencé à le faire, en gros, sur nos ordis à la maison. David, mon associé, on allait à l'ESSEC, on se connectait à tous les PC. Ouais. Tu vois, et on rentrait des identifiants dans chacun des PC, comme ça, on avait 30 chances d'avoir une paire de baskets et pas une chance d'avoir une paire de baskets. Donc, on a fait plein de petites techniques, quoi, un peu d'ado, pour essayer d'avoir quelques paires pour se payer juste notre propre basket, quoi. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Vous, à la base, en fait, vous étiez pas encore dans le game d'aller, en fait, racheter les paires aux particuliers pour après les revendre sur votre plateforme. Vous alliez à la source, en fait, avec. Exactement. Mais à chaque fois, vraiment, les éditions limitées. Tu vois, par exemple, moi, la paire que j'ai, là, c'est. J'ai vu, les Nike. Pas fait de compliments encore, mais petite Air Force One Supreme, comme ça. Air Force One Supreme, moi, tu vois, du coup, j'avais loupé la vente. Ouais. Et du coup, moi, je les ai rachetés sur Vinted derrière. Ok, d'accord.
Ok. Écoute, t'as une paire qui est même plus limitée que la mienne aujourd'hui. Moi, j'ai une petite paire de New Balance classique, mais que j'aime bien. Je traîne New Balance en ce moment. C'est-à-dire que, par exemple, celle-là, je peux la trouver là sur votre site ou là vous en Ouais, avez bien plus, sûr. là Ça, c'est sur We The New. En fait, le principe de We The New, c'est que tous les produits limités exclusifs que tu trouves pas ailleurs, tu les trouves tout le temps chez nous, mais au prix du marché. Parce que tu vois, je te donne un exemple, cette paire d'Air Force One, Suprême, ça sort en magasin, ça doit valoir aux alentours de 150 €. Je crois qu'elle était à 150 et moi, tu vois, j'ai réussi à l'avoir, je crois, à 120 ou 130, un truc comme ça. Ok, d'accord. Portée. Non, elles étaient neuves. Elle était neuve. Ok, d'accord. T'es sûr qu'elle est authentique? Je suis sûr qu'elle est authentique. Il y a Simon qui t'a donné, Je suis un gros connaisseur de Nike et tout, et en fait, Ok, d'accord. vu comme je suis bien dedans, ou alors c'est la meilleure copie du monde, quoi, tu vois. Je te taquinais un peu parce que je crois que t'as l'option sur Vinted maintenant, mais historiquement, alors l'avantage de Vinted, c'est que tu fais des bonnes affaires si tu connais très bien. Ouais. Mais si je grossis un peu le trait, pour le commun des mortels, c'est très facile de se faire avoir sur les sites de vente entre particuliers. Ouais, clairement. Donc, l'intérêt d'un site comme We The News, c'est qu'il y a un premium que tu vas payer par rapport à un site de petites annonces comme Le Bon Coin, comme les groupes Facebook, comme Facebook Marketplace. Au moins, t'es safe. Mais voilà, t'es safe. Tu peux payer en plusieurs fois, t'as des échanges et des retours, t'es sûr que le produit est authentique. Et s'il y a le moindre problème, tu sais que tu renvoies ton produit et que 10 jours après, t'as été remboursé, quoi. Ouais, voilà. No question ask. Exactement. Donc j'ai envie de dire, tu vas avoir différentes solutions sur le marché en fonction de quel consommateur tu es. Ouais. Et nous, on essaye de quand même adresser le plus grand nombre. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes alternatives qui existent. Et du coup, alors comment ça commence With The News, que là tu me disais tout à l'heure, donc 2018, donc je suppose 2018, vu ton âge, on est vraiment en sortie d'études. Ouais. C'est vrai que je t'ai même pas demandé, toi comment tu te présentes aujourd'hui quand t'es en podcast, en conférence ou autre, c'est comment tu te présentes au public? Formel ou podcast un peu informel? Podcast informel, là, comme si Écoute, on se rencontrait, t'es un pote, on est autour d'une bière, et comment tu te présentes? Moi, je me présente comme un vendeur de chaussures quand je suis autour d'une bière. Ça me permet de pas faire la version longue sur We The New. Non, deux mots. Donc, cofondé We The New, qui est un site sur lequel historiquement on vend que des paires de baskets en édition limitée. J'ai lancé ça avec David, mon associé, en finissant nos études. Ouais. Parce que on a acheté et revendu des paires de sneakers depuis qu'on avait 16 ans, quoi, littéralement. Et vous êtes pote d'enfance de base? On s'est rencontrés en fait pendant nos études. On s'est rencontrés en prépa. Tu vois, j'ai croisé un mec dans les couloirs qui préférait écouter Drake sur son haut-parleur plutôt que bosser ses maths et ses cours d'histoire géo. Ouais. Et en fait, on a sympathisé super vite. On a commencé à jouer ensemble au basket le week-end. On s'est mis à revendre des paires de baskets ensemble. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans nos études, donc lui, il est parti à l'ESSEC, moi j'ai fait Audencia à Nantes. On est resté assez proches sur exactement ce qu'on voulait faire dans notre vie professionnelle. Et on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire quelque chose qui nous passionne vraiment. Et pas juste prendre un job à la sortie des études qu'on aurait pu avoir relativement facilement parce qu'on avait fait le parcours un peu classique. Écoles, voilà, qui fait que tu trouves un job quand tu sors de tes études. Et tu vois, pour la petite anecdote, ça je le raconte pas à tout le monde, mais c'est marrant. Moi, j'ai fait un stage en M&A, tu vois, dans les études. Donc le M&A, pour raconter aux gens, c'est le fait fusion-acquisition, quoi. Exactement. C'est tu conseilles en fait des entrepreneurs pour soit lever de l'argent, soit vendre leur boîte, soit racheter une boîte. Donc plus cliché en stage d'école de commerce, tu meurs, quoi. Exactement. J'avais le roi au costard, la cravate quand j'allais en rendez-vous, etc. On est hyper loin des Nike Supreme là. Ouais, exactement. On est très très loin. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. Un, quand j'allais voir les entrepreneurs dans leur boîte et qui me disaient, regardez, qui me faisaient la visite des bureaux, qui me montraient tout ce qu'ils avaient construit. Moi, j'avais des étoiles dans les yeux. Je me disais, en fait, j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai pas envie d'être de l'autre côté et juste de le conseiller dans un moment stratégique, même si c'est très intéressant. Il y a un deuxième moment qui m'a marqué. C'est David qui revenait d'un échange aux États-Unis, de vacances aux États-Unis, où il avait acheté, tu vois, le merch du dernier concert de Kanye West. Il avait craqué pour s'acheter une toute petite chaîne en or parce qu'il avait fait un peu d'argent en vendant des paires de baskets. Et on avait parlé sneakers et moi j'étais en costard cravate, pendant le déj. Mais on avait parlé sneakers et hip-hop pendant tout le déjeuner et je me suis dit, merde, faut que je trouve une manière d'allier ce que je fais aujourd'hui qui est commercial business, que j'aime bien, mais un truc passion, quoi. Parce qu'en fait, ce job-là, ça va être sympa à 60% et j'ai pas envie d'un truc sympa à 60%. Ouais. Et c'est un peu tout ça qui nous a décidé à nous lancer en sortant de nos études parce qu'on voyait l'opportunité des sneakers en édition limitée. Tu vois, on avait été la passerelle entre nos potes qui cherchaient des paires limitées mais qui savaient pas où les trouver. Nous, on connaissait les groupes Facebook où fallait vérifier ton produit, voir le mec au coin de la rue, le payer en espèces, etc. Ouais, vous aviez déjà quand même un peu un début d'expertise en fait sur quelque chose qui était assez niche, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, quand tu voulais acheter une paire de baskets limitées 2017-2018, c'était let's go, je vais sur un groupe Facebook, je recherche dans le moteur de recherche Facebook, qui est tout sauf un moteur de recherche, Ouais. sauf pour les profils. T'essayes de trouver quelqu'un qui a ta paire, dans ta taille, qui idéalement est à Paris, et ensuite tu dois aller voir au coin de la rue,
Tu vois, en ce moment, là, on enregistre, on est début décembre, toute fin novembre, début décembre. Il fait nuit à 17h et il fait 3 degrés, quoi. Ouais. Donc, va à l'autre bout de Paris, à 19h, quand il fait 2 degrés et que t'as 400 € dans la poche pour t'acheter la paire dont t'as rêvé. Ouais, ça fait un Et, chaque dilos, là, hein, un peu. Bah ouais, tu vois, c'est pas safe, quoi. Ouais. Et juste l'expérience pour le prix que tu payes pour un produit, elle est vraiment très très moyenne, quoi. Elle est dégueulasse, quoi. Et donc l'idée de base de WeDonYou, c'est de dire, ok, on va faire un site e-commerce classique sur lequel les gens peuvent acheter des produits limités, où on garantit l'authenticité, et avec une Vous avez super quand même, expérience. donc, directement, quand même, vous avez un site internet. Vous avez une boutique en Assez ligne, vite, en fait. On a fait, tu vois, je te fais vraiment la chronologie. Été 2017. Moi, je reviens de 6 mois d'échange au Brésil. quoi. Ouais. Donc j'avais bien profité. On avait commencé à réfléchir à des sujets, tu vois, tout ce qu'on pouvait faire professionnellement avec David. Oui, donc là, quand même, la discussion, elle est quand Ouais, même déjà exactement. très active avant 2018, quoi. En fait, comme on avait revendu pendant des années des paires de baskets déjà ensemble, bah, on avait un semblant de business, quoi. Ouais. Les volumes étaient faibles parce que soit on était en stage, soit on avait nos cours. Il vous manquait que le numéro de tirette, en fait, là. Ouais, exactement. Et un peu plus de business aussi. Mais ouais, donc on gagnait un petit peu d'argent. On parle de quelques centaines d'euros par mois, quoi. Ouais. Mais donc il y a un moment, on s'est dit, peut-être que si on le fait à temps plein, on gagnera peut-être pas quelques centaines, quelques milliers d'euros. Et donc on s'est donné, tu vois, la période septembre-décembre pour tester. Et on faisait des trucs un peu marrants, hein. On trouvait une paire de baskets qui cotait aux US, mais qui cotait pas en Europe. Donc on les trouvait en Europe, on les nettoyait. On faisait un peu ce que Simon faisait, hein. Ouais. On les remettait en l'état et ensuite on essayait de les vendre sur les groupes Facebook américains où on faisait l'inverse en trouvant des produits aux États-Unis que Ouais, les gens pas nous mal. envoyaient. Donc en fait, on trouvait juste toutes les manières de gagner un peu d'argent et de prouver le modèle. Comment tu savais, comment t'avais un peu les cotes? Il y a des sites pour ça, comme aujourd'hui tu peux savoir combien est coté une Rolex, combien est coté l'or, combien est coté telle ou telle chose. Il y avait déjà quand même un peu ce système un peu un peu boursier de la sneakers. C'était pas du tout aussi facile de connaître les prix il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois, t'as 4-5 sites de référence. Tu vas dessus, tu regardes le site pour une paire. Bon, bah, t'es dans une fourchette de quelques dizaines d'euros. Tu sais que c'est ça le prix du produit, quoi. Ouais, Si c'est quelqu'un quand te même la assez précis, propose, quoi. voilà, exactement. Si quelqu'un te la propose sur un site entre particuliers, 200 € moins cher, il y a un doute. Ouais, c'est Pas que de peur du c'est doute. sûrement du fake. Si 50 balles moins cher, tu te dis pourquoi pas. Si c'est 200 € plus cher, tu te dis je suis en train de me faire avoir. Ouais. Donc là aujourd'hui, c'est quand même assez facile d'avoir un prix de marché. À l'époque, c'était time consuming, quoi. T'allais sur 4 groupes Facebook différents, le français, le UK, le polonais, l'allemand. Tu cherchais ta paire auprès de 3-4 gars. Il y en a qui te le vendaient 260, l'autre 220 trucs. T'essayais de négocier, tu voyais à peu près où est-ce que t'étais, donc t'avais l'idée du prix du produit. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas évident, quoi. C'était un vrai boulot de sourcing, en fait. C'était ça le plus dur, peut-être. Ouais. Plus que les ventes, c'était de les acheter, en fait. Ouais, exactement. Fallait trouver, il fallait être capable d'authentifier. Et si derrière t'avais des clients, il fallait être capable de provide une bonne expérience. Mais bon, même quand on a commencé WeDonYou, tu vois, 2018, on crée WeDonYou tout début 2018. Ça s'appelle directement With the New? Ouais, On va donner peut-être l'orthographe pour les gens. exactement. W-E-T-H-E-N-E-W. Voilà. We the New. Exactement. Comme ça, au moins, ils ont la Ça, c'est bonne clair pour adresse. tout le monde. Mais bon, même quand on a commencé, on aurait adoré, tu vois, avoir la boutique sur les Champs-Élysées. Et l'arrêté, c'était le salon chez les parents d'Af, quoi, parce Ouais. qu'il habitait en région parisienne et qu'il y avait un peu de place, quoi. Ouais. Mais on a vendu, enfin, on a fait plein de bureaux, etc. Mais dans les trucs marrants, moi, j'avais des gens qui venaient habillés en Louis Vuitton de la tête aux pieds et qui essayaient dans une cage d'escalier, dans un immeuble très bien, mais dans une cage Vous les d'escalier. faisiez venir en fait votre showroom, c'était chez David. En quoi. fait, sur le site, t'avais la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une remise en main propre. Ok. Et donc, à l'époque, quand on a commencé en 2018, Un effet de réassurance, quoi. ouais, exactement. En fait, personne ne nous connaissait. Hmm. Il y avait énormément de contrefaçons et de sites comme WeDonYou en France, il en existait pas, quoi. C'était qui le penchant américain qui fait ça? T'as 2 boîtes aux États-Unis. T'en as une qui s'appelle StockX, qui est Ok, plutôt, oui, qui est connue, qui est un peu la bourse, en fait. Ouais. T'as un prix d'achat, un prix de vente, tu peux faire des offres. Donc c'est, je dirais, très transactionnel. Ouais. Et c'est un modèle qui cartonne, hein. Et ils font pas que les sneakers, hein. Ils font le streetwear, les montres, la maroquinerie, etc. Et t'as une autre boîte qui s'appelle GOAT, Ça, je comme une connais chèvre, qui eux sont à la base très sneakers, mais qui ont évolué là une dizaine d'années, un peu en un Farfetch américain. Ok, ça, par contre, je connais, ouais. Farfetch, qui Il y est a un peu l'appli, la ça, marketplace de luxe européenne, qui marche bien, même si l'action s'est complètement cassé la figure. Ouais, tu trouves rien à moins de 500 € là-dessus, je crois. C'est hors de prix. Tu Ouais. vois, le panier moyen, je crois que c'est 550 € sur Farfetch. Ouais. Par contre, ils font 4 milliards de volume d'affaires, quoi. Donc, Ah ouais, ok. on peut pas dire que c'est pas une belle réussite, quoi. Ah non, clairement. Donc voilà. Et le modèle comment Farfetch a réussi, moi je trouve que c'est passionnant. Et ils ont beaucoup de mérite. Mais donc voilà en 2 mots sur comment on a commencé. Et donc les gens pouvaient venir récupérer leur paire de baskets. Donc moi j'avais
Tu vois, les personnes qui en fait étaient habillées pour 5 000 € de la tête aux pieds et qui venaient acheter dans une cage d'escalier une paire de baskets qui vaut 500 balles, quoi. Du coup, ça montrait bien en fait qu'il y avait une demande qui était pas établie, enfin qui rencontrait pas son offre. Exactement. En fait. Et ce qui est assez fou, c'est de se dire à l'époque, les gens ils étaient prêts à avoir ce type d'expérience pour acheter un produit limité tellement c'était compliqué de mettre la main dessus, tellement il y avait peu d'acteurs sur le marché, quoi. Ouais. Bon après très vite on est monté en gamme, mais tu vois l'anecdote de 2018, c'est moi la journée, je prenais mon scooter et je faisais le tour de Paris pour récupérer les produits auprès des vendeurs qu'on avait vendus aux clients, parce qu'on a un modèle marketplace, hein, on n'a pas de stock, très très peu de stock. Donc un client passe une commande. Ah, c'est-à-dire que en fait t'avais quelqu'un qui voulait t'acheter une paire. Ouais. Toi t'allais lui sourcer ou quand même tu l'as sourcé d'abord, mais en fait avant de l'acheter tu trouvais l'acheteur. Et la réalité c'est que le client passait sa commande et ensuite on trouvait le vendeur. Et ça c'était parce que tu pouvais des fois ne pas trouver peut-être. Ah, Parce que bien du coup sûr. c'est tellement niché, il te dit je veux tel modèle dans telle taille. Bon, de toute façon, vous étiez quand même très parisianiste ou c'était quand même sur dans les toute la clients. France, là. Alors sur les clients, non, ça n'a jamais été que parisien, même si évidemment Paris, la région parisienne, c'est 30% quoi de la France en commande chez nous, quelque chose comme ça, tu vois, quelques dizaines de pourcents. Je crois que c'est 20 ou 25% de la population, donc c'est pas déconnant. Assez, ouais. Par contre, sur la partie sourcing, trouver les produits, ça c'est à 75%, tu vois, à Paris. Ouais. Parce que les produits limités, ils sortent dans, je te dirais, les magasins qui sont les plus reconnus en France. Donc, et la réalité, c'est entre 2 tiers et 3 quarts des magasins les plus reconnus en France qui ont les produits en édition limitée, ils sont à Paris ou en région parisienne. Tu devais passer ta vie en scooter, aller du coup chercher les pompes Ah à droite à gauche, ouais. non C'était pour le coup, ouais, je faisais le tour de Paris en scooter, été comme hiver, de manière très concrète. J'ai beaucoup de compassion pour tous les gens qui font ça en job avec les Deliveroo et les Uber, parce que tu vois, quand tu te fais 3-4 heures de scoot pour aller aux 4 coins de Paris et qu'il fait 3 degrés et que soit tu te prends de la pluie, soit il y a un peu de neige, soit il y a du vent, soit il y a du truc, et que tu dois bosser le reste de la journée, tu finis le soir, t'es lessivé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc on l'a fait pendant un an et demi. Donc le tout début, c'était personne voulait se déplacer pour nous déposer les produits qu'ils nous avaient vendus. Ensuite, ils ont été OK de se déplacer pour nous déposer les produits qu'ils vendaient. Et après, ils étaient OK de les expédier par la poste. Ouais. Qui est le modèle d'aujourd'hui, parce que là, on parle parce que en fait là, c'était pour ça qu'il fallait établir une marque, une vraie Exactement. love brand et surtout en fait une marque qui rassure, où tu sais que tu vas envoyer ta paire et tu vas pas te faire enfumer par un mec qui te paiera jamais ou qui te les renverra jamais. C'est exactement ça. Quoi. Et comment on est arrivé au modèle marketplace, ça c'est aussi assez amusant et je pense que c'est ce qui nous a permis de grandir vite, parce qu'on est quand même passé, tu vois, de 2 personnes à un peu plus de 120, 130 personnes aujourd'hui. Quand on a commencé With The New, on a fait le petit prêt étudiant qui va bien, on a acheté un peu de stock avec, on a acheté un thème à 300 € sur Shopify qui nous a duré genre 3 ans. Ouais, okay. Je pense que c'est les 300 € les mieux investis de l'histoire de la boîte. Et donc, on avait un peu de stock sur le site. Donc, tu venais chercher, je prends l'exemple, une Air Force One Supreme qui n'existait pas à l'époque. Mais on avait 40, 41, 42. C'est tout. Tu voulais un 38, on n'avait pas en stock, donc c'était pas dispo. Tu voulais un 45, c'était pas dispo, même si ça existait. Parce que c'était la norme du marché. Tu vendais que ce que tu avais en stock. C'est ça, en fait, que les gens comprennent, c'est qu'au début, vous n'étiez pas modèle marketplace. C'est un marketplace. En fait, t'es une plateforme où tu fais rencontrer une offre et une demande. Donc là, en l'occurrence, des gens veulent vendre leurs paires et des gens veulent les acheter. En fait, au début, vous étiez sur un système d'achat-revente, en fait, pur business, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et donc, ce qui s'est passé, et comment on est passé au modèle marketplace, c'est les gens ont commencé à nous demander des tailles qu'on n'avait pas. Et on s'est dit, bah écoute, on va regarder et on revient vers toi. Sauf qu'à chaque fois, on trouvait le produit en 2 jours, 3 jours. Ah, donc c'était quand même facile à ce point, quoi. On arrivait à trouver les produits, exactement. Quand tu sais chercher, parce que les groupes Facebook à l'époque, c'est des centaines de milliers de membres en Europe, hein. Ah ouais, c'est on bossait avec des gens partout en Europe. Encore aujourd'hui, on a qu'un tiers de notre supply qui est française, 2 tiers qui est européenne. Donc tu dis un tiers, donc là, pour les gens, la supply, c'est en fait les gens à qui tu achètes, quoi. Exactement, c'est nos vendeurs. Et donc on a commencé à chercher les produits pour des gens qui nous les demandaient. On se rendait compte qu'on les trouvait en 2-3 jours. Et à un moment, on s'est regardé et on s'est dit, mais en fait, pourquoi on mettrait pas toutes les tailles de dispo constamment sur le site? Et dès qu'il y a une commande qui tombe, et ben c'est parti, on bosse matin, midi, nuit, pour trouver la paire de baskets. Ça marche toujours comme ça? Alors aujourd'hui, maintenant, c'est un peu différent parce que tu passes une commande, il y a un vendeur derrière. C'est-à-dire que maintenant, si par exemple je vais sur la Air Force One Supreme, on vend plus des produits sans avoir un vendeur derrière. 41, c'est sûr que vous l'avez en stock si elle est sur votre site. C'est sûr qu'on a un vendeur qui l'a listé sur la plateforme. Donc elle est peut-être pas encore en stock chez vous. Peut-être que le vendeur l'a listé ailleurs. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que sur une paire dans une taille, t'as plusieurs vendeurs
parfois des dizaines de vendeurs. Ok. Et sur les best-sellers, des centaines de vendeurs. Ouais, ok. Sur une même taille. Donc, tu vois, le taux d'annulation des commandes aujourd'hui, c'est à peu près 2%, quoi. Ok, donc ça existe encore, mais c'est hyper Ça existe négligeable, encore. quoi. Exactement. Mais ça peut être annulation parce que le produit qu'on reçoit est contrefait et donc le client décide de ne pas attendre plus longtemps parce qu'il y a un gros défaut de fabrication sur une paire ultra exclusive et que le vendeur derrière, il vend son produit 150 € plus cher. Enfin bref, il peut y avoir plein de raisons qui font qu'on annule une commande. Mais donc c'est comme ça qu'on est passé au modèle marketplace et très très vite, tu vois, les gens passaient des commandes pour des produits qu'on n'avait pas. On avait 2-3 jours pour trouver le produit, le mettre dans un colis et l'expédier, ou l'avoir chez nous, et le client venait le récupérer. Et vous aviez déjà l'argent séquestré, Exactement. etc. Ok. Exactement. Tout ça, c'est tout de suite. C'est-à-dire on est en 2018. Ouais, ça c'est 2018, ouais. Dès le Exactement. départ, vous pivotez, enfin plutôt vous évoluez Ouais. vers un modèle marketplace day one. On savait même pas que c'était une marketplace à l'époque. Et en fait, au début, comment vous faites pour vous faire connaître? Est-ce qu'en fait vous faites connaître par le bouche à oreille, parce que justement, comme tu dis, il y a une énorme demande et vous êtes les seuls à le faire, ou quand même vous avez quand même mis en place 2-3 hacks, 2-3 choses en place pour vous faire connaître? On a fait 1001 trucs pour se faire connaître. Je peux te raconter des histoires drôles, mais tu vois, on a tout fait, quoi. On a fait avant de payer, en fait. Avant de payer, parce qu'une fois que tu payes, bon, bah, t'as Google, Facebook, Instagram, etc., etc. Influence. Et on a fait 6 mois avant de faire ça. 6 mois avant de faire ça, c'est de se dire, en fait, comment les gens peuvent nous connaître sans argent. C'est pas évident. Quand tu vends des produits qui coûtent cher, en fait. Ce qu'on a fait, c'est que David, il avait un petit réseau de clients, donc on a commencé à essayer de faire des petites newsletters pour ses clients qu'on envoyait sur WhatsApp. Il allait, je sais pas, une fois par mois chez son barbeur. En fait, tout le monde avait des paires de sneakers sympas, donc on s'est dit tiens, on va laisser 2-3 paires là-bas. Et dans des trucs un peu amusants, mais qui ont vachement bien marché. Moi, je m'étais dit, moi, j'étais commercial entre grandes guillemets, tu vois. Mon seul skill, c'était d'être commercial et de bien connaître les sneakers. Je m'étais dit, ok, c'est quoi notre absolu cœur de cible qui peut dépenser 300, 400, 500 € pour une paire de baskets? Voilà. Exactement. Mais il faut savoir que moi je connais rien au foot, quoi. Si je vais voir un match de foot, c'est pour voir mes potes, manger une pizza et boire une bière. Et T'as regardé le match pour du le match, PSG hier. j'ai absolument pas regardé le match. J'ai regardé. T'as rien loupé, c'était de la merde. Voilà. J'ai regardé le résumé ce midi. Et il avait beau durer Et 10 ils ont minutes. égalisé avec une erreur d'arbitre, enfin un scandale. Bon, bah, écoute, tant mieux parce que je crois qu'on n'est pas loin de rentrer chez nous. Vous êtes pas loin parce que je suis pas pour Paris, mais ça c'est encore un autre débat. Bref, et donc je me suis dit les photos c'est bien. Et c'est marrant, cette image elle restera avec moi, je pense toute ma vie parce que je m'en souviens encore très très bien aujourd'hui. Je vais sur l'équipe. Je suis allé sur une équipe de Ligue 1 par hasard. Et sur l'équipe, t'as photo du joueur, nom, prénom, poste, une ou deux autres infos. Et j'ai vraiment fait, tu vois, le vieux, tu cliques, tu survoles ta page, t'envoies copier-coller, tu te dis on va voir ce qui va en rester à la fin. J'ouvre un Excel, j'arrive sur la première cellule, tu vois, A1 de l'Excel, je mets un CTRL-V, et là, magie. Toutes les infos se mettent dans une cellule parfaitement comme si j'avais bossé 2 heures sur l'Excel. Donc je me retrouve avec l'équivalent de la page web sur un Excel, la photo, nom, prénom, club. Je sais même pas si j'avais l'Instagram ou un truc comme ça. Et donc ce qu'on s'est mis à faire, c'est qu'on a envoyé des DM à tous les joueurs de Ligue 1. Et donc je sais pas, je faisais une trentaine de joueurs de Ligue 1 par jour. Et au bout d'une semaine, Donc sur Insta direct. ouais, exactement. J'essayais un peu avec mon compte perso, un peu avec le compte de la boîte, parce que tu vois, sur le compte We The New, on a commencé le compte. Aujourd'hui, il y a 1 million sur le compte Instagram de We The New. Ce qui est quand même assez mal, on y reviendra parce que c'est quand même aussi l'une de vos grands tours de force, c'est Ouais. qu'en fait vous avez une communauté et un marketing de ma boule, quoi. Bah c'est vrai. Merci pour le compliment. Mais donc on a commencé, il y avait 35 followers, quoi. Nos Ouais. potes. À qui on avait dit, qu'on avait mis dans le groupe Facebook, on demandait des feedbacks sur le nom, le logo, le truc. On avait dit suivez le compte Insta, comme ça on commence pas à zéro. Et moi j'avais 500 followers en perso, donc je me suis dit c'est peut-être mieux 500 que 30. Et on s'est mis à faire 1 ou 2 ventes par jour auprès de joueurs de foot assez rapidement, jusqu'à Transfo, du coup, si t'en avais vachement un taux ou de deux sur transfo. 30, quoi. Jusqu'à, tu vois, des histoires un peu marrantes où on est parti, on a rempli la voiture de nos parents pour aller voir la sélection ivoirienne, Ok. qui s'entraînait à Clairefontaine. Donc là on est quoi, 2018-2019? 2018, toujours 2018. Et Ça, c'était vraiment le début, c'est les 6 premiers C'était mois. qui quoi. les grands joueurs ivoiriens 2018? C'est pas En fait, si vieux. j'avais vendu une paire à Ismaël Diomandé. Ok, je le connais pas. Il jouait à un truc genre Lens à l'époque. J'avais pris un train pour aller le voir pour lui vendre 2 paires de baskets. Ok. Parce qu'à l'époque, 2 paires de baskets, je sais pas, on devait gagner 150-200 €. Mais 150-200 € quand tu commences, de bénéf. Ouais, écoute, on prend, hein. Tu vois, c'est bien. Et je devais arriver aller à son centre d'entraînement. Enfin bref, ça devait être magnifique comme coup. Premier train qui tombe en panne. Deuxième train qui nous amène dans la direction inverse pour arriver dans une gare où il y avait un autre train qui pouvait nous amener. Oh là là. J'arrive avec 5 heures de retard. Mais le mec vient me chercher avec son gros 4x4 Mercedes.
Et je me suis dit, on va aller dans un endroit super chic, quoi, ou sympa. On est au PMU de la gare, quoi, pour lui vendre ses paires de baskets à 400 balles. On a discuté, on a sympathisé. Tu vois, il m'avait dit, je me souviens à l'époque, que ce qui était pas facile pour eux, c'est qu'ils gagnent beaucoup d'argent très jeunes, et que c'est dur de savoir à qui ils peuvent faire confiance. Ah ouais. Et il s'était vachement livré. Moi, ça m'avait surpris. Et donc, on était restés en contact. Et donc, derrière, il m'a appelé 2 semaines après. Vraiment, un mardi soir, il m'appelle, il me dit, ah, ça, Mika, comment tu vas et tout. Faut que tu viennes à Clairefontaine. Je suis en train de m'entraîner avec la sélection. Mais il me dit avec la sélection, moi, je sais pas quelle équipe c'est, quoi. Tu vois, je sais pas dans quelle équipe il joue. Donc, je vais sur Internet, je regarde et tout, et je me rends compte, c'est la sélection ivoirienne. Mais à l'époque, sélection ivoirienne, je sais avec du recul, mais quand je suis allé, je savais pas qui était qui, hein. Je connaissais Serge Aurier parce qu'il jouait au PSG. Ah, c'est vrai qu'il y avait, mais il y avait des joueurs de fou, donc la Côte d'Ivoire, ça a toujours été, grosse équipe de foot, quoi. Ils avaient, à l'époque, Didier Drogba, les Bakary Koné, exactement. C'est pas mal, quoi. Et donc, je prends la caisse de mes parents, on l'a remplie de paires de baskets, j'arrive devant un hôtel 5 étoiles où il me voit sortir 40 paires dans des sacs Kraft, parce qu'on n'avait pas les beaux sacs Brandy with New, quoi. La boîte, elle avait 4 mois. Il vient me chercher devant, il m'aide à porter tous les sacs, et j'arrive dans une chambre où il est avec ses potes, et c'est vraiment en 5 minutes, ils arrivent tous, caleçons, claquettes, liasse de billets dans la main. Ah, c'est bon, ça. Et moi, je me retrouve au milieu de tout ça, à, tu vois, donner des paires à droite, à gauche, et essayer de donner mon numéro de téléphone, enfin, qu'ils me mettent leur numéro de téléphone dans mon téléphone. Et dedans, il y avait Eric Bailly qui jouait à Manchester United. Ouais. Je crois que c'était prime time Eric Bailly, quoi. Ouais, Eric Bailly, à l'époque, il était très fort, parce qu'après, il est venu là à l'OM l'année dernière, il était blessé toute l'année, mais ouais, gros joueur, quoi. Gros joueur. Il y avait, Franck Caissier qui jouait à l'AC Milan. Yes. Serge Aurier qui a débarqué, et c'était marrant, donc tous ces gars-là, je les connaissais pas. Et quand Serge Aurier il est arrivé, je me suis mis à bégayer, quoi. Parce qu'en fait, j'ai vu le seul gars que je connaissais, je savais qu'il jouait au PSG, je me faisais, tu vois, tout un film. Ouais. Et cette journée-là, on a vendu pour, je sais pas, l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires, quoi. Ouais, ouf. Je suis rentré chez moi, j'étais comme un four, avec David, c'était incroyable. Et à 23h, Ismaël, il me rappelle, et il me dit, faut que tu reviennes demain. Et rebelote, je suis reparti demain. Et là, j'ai checké genre la moitié de la sélection. Les entraîneurs, ils m'ont regardé en mode, c'est qui ce petit gars, qu'est-ce qu'il fait là? Et j'ai appris à ce moment-là que quand ils font une semaine d'entraînement, ils ont pas le droit de sortir de l'hôtel. Ok. C'est interdit, t'as rien le droit de faire. Tu t'entraînes, t'as les coachings, tu regardes les matchs, etc. Donc en fait, t'étais un peu leur session shopping, quoi. J'étais la session shopping, j'étais, tu vois, l'entertainment de la semaine, parce que, tu vois, à part être posé dans la chambre entre potes, ils ont rien le droit de faire, quoi. Ouais. Et quand tu gagnes un peu d'argent, bah, t'as aussi envie de te faire plaisir, quoi. Ouais. Donc c'était une expérience marrante, et donc ça fait partie des trucs qu'on a fait au tout début pour se faire connaître. Après, on est arrivé assez rapidement sur des tout petits budgets, Google Ads, Facebook, Insta, Snapchat. Il n'y a pas TikTok à l'époque, hein. Pas de TikTok en 2018. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à essayer de grossir au fur et à mesure. Ok, bah écoute, on va dire c'est une bonne intro. Donc tout de suite, on va dire quand même, c'est-à-dire que vous êtes quand même rentable day one. Ouais. Donc là, directement, pour l'instant, je sais pas, vous êtes que 2, vous êtes encore, je sais pas, après, c'est quoi les milestones du genre, je sais pas, le premier salarié, les premiers bureaux, c'est quoi l'événement qui, voilà, si on essaie de séparer l'aventure With The New, donc qui existe depuis maintenant 5 ans, ouais. Alors, on va dire 5-6 ans, ouais. Et en plusieurs étapes, quoi. Écoute, moment assez symbolique pour finir sur 2018, après on pourra faire les gros moments. 31 décembre 2018, je me souviens, on fait le nouvel an entre potes, c'est sympa, c'est festif. Et Shopify, t'as l'app où tu peux voir ton chiffre d'affaires à la journée, au mois, à l'année. Et donc minuit, je me dis tiens, je vais regarder combien de chiffre d'affaires on a fait. Et je vois le chiffre qui est un peu plus d'1 million d'euros. Vous avez Première fait année. 1 million d'euros exactement. 4 mois. Exactement. Chose qu'on s'était écrit, que David avait écrit sur une feuille et qu'il avait scotché, tu vois, sur un placard dans les 2 premières semaines où on a commencé. Et on a fait, honnêtement, bien, c'est plutôt 1,5 million qu'un million. Et j'ai vu le chiffre. Et à ce moment-là, je me suis dit, si avec si peu on a été capable de faire ça, je pense que ça a vraiment du potentiel. Parce que tu vois, fin 2018, on a 2 stagiaires alternants, 1 ou 2 freelances, mais tu vois, qui doivent bosser 2 heures par jour. Service client, enfin, en fait, c'est tout un peu ces ouais, tâches exactement. qui devenaient tu vois, un peu de service client, un peu de service client, un peu de préparation des commandes. CM, c'est première chose qu'on a pris, hein. Louis qui donc a CM, monté community management, exactement, qui a monté With The New. En gros, elle a dû arriver quand elle devait avoir 300 followers jusqu'à 1 million de followers. Première personne qu'on a payée avant nous. Au début, on faisait 2 heures par jour. Je crois que c'était 30 euros par jour, tu vois. Ensuite, on a quelqu'un qui s'appelle Sacha, qui gère aujourd'hui toutes les opérations chez nous, mais qui est arrivé pour gérer tous les joueurs de foot. Parce que
En fait, Donc, il y avait une business unit du joueur de foot quand même. En fait, ouais, il y avait une business unit client premium. Et à un moment, on a dû servir une centaine de joueurs en Ligue 1, quoi. Ah ouais. Donc on avait tous les numéros, quoi. Littéralement tous les numéros. Et on essayait de dégrocher, tu vois, les gros joueurs. Mais on avait, je sais pas, Areola quand il était gardien d'équipe de France. Il était client chez nous, quoi. Donc il arrivait avec son Clash G au bureau, prendre sa paire et tout. C'était marrant. Ouais, la galerie, putain. Donc ouais, on a eu du monde. Il y a eu du monde. Et en fait, il y a eu plein de célébrités aussi. Tu vois, je sais pas, David Guetta, il commande sur le site. Tu te dis, bon, quand tu vois David Guetta avec l'adresse de sa baraque à Londres, tu te dis, bon, bah, j'essaye de lui fournir une expérience premium, quoi, parce que c'est pas n'importe qui, il peut recommander, et si jamais il est content, qui sait ce qui va se passer, quoi. En fait, tu l'as vu tout à l'heure. T'as débarqué à Lens pour faire une bonne expérience au mec. Ouais. Bah, le mec derrière, il t'a invité à Clairefontaine avec la sélection, donc en plus avec des joueurs encore plus blindés. J'ai dit Clairefontaine, moi, tout à l'heure. Ouais. Ah, je me suis trompé, alors. Parce que Clairefontaine, c'est l'équipe de ouais, France. Clairefontaine, c'est l'équipe de France. Tu vois. Donc Oui, là, je me suis dit, c'est possible. Peut-être que exactement. Non, on le prête à d'autres c'était à sélections de temps en Chantilly. temps. C'était à Chantilly. Ah oui, c'est à Chantilly qui a un centre aussi, ouais. Ouais, exactement. C'était à Chantilly. Donc Clairefontaine, c'est l'équipe de France. Mais donc ouais, voilà, il y a plein de trucs. Et David Guetta, en l'occurrence, il a fait un post sur Insta. Donc tu vois, merci We The News, trop content. J'ai les paires que je rêvais d'avoir quand j'étais gosse, quoi. Il a mis ça en caption sur Insta. Putain, Donc on était super contents. Donc il y a eu cette business unit un peu client premium, mais qui existe toujours aujourd'hui, parce que t'as des gens qui, tu vois, sont prêts à dépenser des sommes un peu plus importantes sur des sneakers. Il y en a aussi quelques clients B2B dans l'histoire de la boîte, donc on a géré comme ça. Mais donc premier gros moment, c'était ça, quoi. C'était, tu vois que t'as fait 1 million avec 0 levée de fonds. 2 prêts étudiants de, tu vois, même pas 40 000 euros. Pas beaucoup de frais d'acquise. Quasiment pas de frais d'acquise. 2-3 stagiaires alternants. Et tu te dis, en fait, si j'ai un peu de moyens, je dois être capable de faire quelque chose qui est quand même significativement plus gros que ça. Et donc, on a pris nos premiers bureaux courant 2019. Ok. On a fait notre première levée de fonds. On avait 1 million d'euros. Parce que là, donc là, tu lèves des fonds. En fait, c'est quoi? C'est pour accélérer l'acquisition? Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est chiffre d'affaires qui grandit de manière très lente jusqu'au moment où tu te mets à dépenser un peu en marketing. Bah, très lente. Si vous faites Enfin, 1,5 million en 4 mois, c'est pas J'ai très envie lent. de te dire les 6 premiers mois versus les 6, tu vois, S1 versus S2 2018. Ouais. J'ai l'impression que si on fait autant de temps sur chaque année, ça va être long le podcast qu'il y a 5 ans. Mais, Non, mais tu vois, on va aller mais moi, sur ça me le- va, sur le sujet. ça me va. En vrai, 2018, Moi, ça j'ai me va très aussi bons très souvenirs. Mais donc ouais, quand on s'est mis à dépenser un peu plus en marketing, le chiffre d'affaires, il s'est mis à croître significativement. Par contre, l'équation économique, elle s'est inversée. Donc avant, on dépensait très peu en marketing, on gagnait de l'argent sur chaque paire de baskets qui avait quasiment aucun employé dans la boîte. Donc ça va, tu vois, en bas de PNL, tu sors de l'argent. Par contre, quand tu commences à avoir 5-6 personnes, parce qu'il faut faire les commandes, tu vois, Ouais. quand tu as quelques dizaines de commandes à faire par jour, eh ben, il faut les gens pour les faire. Il Ça, faut le là, à ce service moment-là, vous client. n'avez pas de logisticien, vous faites tout en interne. On fait tout en interne. Tu vois, on a pris premier truc, c'était un petit appart, plus chez David. Mais dans le salon, c'était les bureaux et la chambre, c'était la logistique. Ok. Et tous les soirs, tu cours pour aller à la poste pour déposer tes colis Classique, avant ouais. qu'il y ait l'enlèvement quotidien, quoi. Ouais. Après, quand le luxe, c'est quand tu vois, ils viennent faire l'enlèvement chez toi. Mais donc ça, c'était 2019, premier moment assez fort, c'est on a pris les vrais premiers bureaux, on a pu signer au premier CDI parce qu'on a fait la première levée de fonds. Avant, tout le monde était soit en stage, soit en alternance, soit en freelance parce qu'il faisait que 2-3 jours par semaine chez nous. Et ça a été un moment fort. Derrière 2020, Pour rester un peu là-dessus, c'est quoi comme levée de fonds? C'est quoi? C'est du BA? ouais, on lève un tour d'1 million d'euros près de Business Angel. Par exemple, il y a qui, enfin, s'il y a des noms qui sont plus, que vous donnez. Ouais, bien publiquement. sûr. Dans les gens un peu connus dans l'écosystème, t'as le cofondateur de Voodoo, Alexandre Diezdi. Ok. T'as la famille Bompard qui a investi. Cofondateur de Vestiaire Collectif qui s'appelle Christian Georges. Grosse success story française. Ouais, exactement. Et après, pas Licorne, mal d'ailleurs, d'autres. je crois, Vestiaire Collectif. Comment non Licorne, je crois, Vestiaire Collectif. Ouais, exactement. Lui, il est parti depuis un peu de temps. Il a monté une nouvelle boîte qui s'appelle OmiNC. Ok. C'est de la food. Et après, pas mal d'autres entrepreneurs. Et donc, premier tour, tu vois, où tu t'as jamais fait l'exercice, faut le faire de A à Z et beaucoup d'enseignements. Avec un truc très très drôle, c'est qu'on avait monté un BP, tu vois, à l'époque, où on leur avait dit combien on allait faire de chiffre d'affaires par an. Ils nous avaient regardé, ils disaient, écoutez, c'est très ambitieux, mais je pense pas que vous y arriverez. Mais si vous êtes dans cette direction, c'est très bien. Et tu vois, la 3e année que j'avais projeté, 2019, je crois que ça s'arrêtait à 2022. Et je leur avais écrit 95 millions. Et 2022, on a fait près 100 millions d'euros, quoi. On a fait 100 millions d'euros l'année dernière. Exactement. Ah, c'est fort. Donc ça, c'est quand je revois le deck, ça me fait rire.
Ouais. Parce que je me En souviens ce qu'on général, a le dit. truc à 3 ans, en effet, on se... Exactement. Tu leur Enfin, dis, régulièrement, on se je viens de branle faire complètement, 1 million, 1 million et demi. Je vais faire 100 en fait dans 4 ans. Tu regardes, dis écoute, déjà si tu fais 40 ou 50, franchement c'est génial quoi. Ah ben, ce serait déjà génial, ouais. Exactement. Et donc on l'a fait. Après bon sur les derniers budgets où on s'inscrivait parce qu'on pensait qu'on allait lever des fonds encore pendant longtemps, comme on l'a fait pendant 4-5 ans. Le marché s'est un peu retourné entre temps. Ouais. Vous avez lâché combien d'equity à ce moment-là? Bonne question. Je me souviens avoir refusé des gens, tu vois, très appealing quand tu regardes qui ils sont, parce qu'on avait certains fonds qui étaient intéressés, mais on prenait vraiment un coup dans la figure sur l'equity. Donc on a décidé de pas prendre ces offres-là. Et tu vois, je te dirais qu'on est resté dans le truc classique où tu donnes 15-20%, tu vois. Là, pas pour le chiffre premier exact. million, c'est ça. Vous Ouais. lâchez vous aviez une valo à 5-6. Je pense que c'était ça. J'ai pas le chiffre exact. Parce qu'en soi, si vous aviez fait 1,5 million en 4 mois, franchement, valo à 5-6, vous étiez gentil. Vous auriez pu, Ouais. Après, 2018, faut c'était oublier, pas vous êtes encore, une marque consumer, ouais, vous êtes Ouais, pas de exactement. la tech, Et c'était pas l'euphorie de tout le monde valorise sa boîte à 5 millions dès qu'ils font un tour de site, quoi. Ouais. T'avais plein de gens qui le faisaient, mais, Il y en a des gens qui le faisaient juste avec un PowerPoint, hein, donc c'est pour ça que je te dis ça. Hein. Exactement. Mais ouais, je dirais qu'on a plutôt eu la tête sur les épaules en termes de valo et de comment on levait, ce qui est plutôt bien vu ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Tu vois, on a relevé de l'argent tout début de cette année, quand le marché est dans une situation compliquée, et on n'a pas du tout pris un cut par rapport à la dernière levée, quoi. Au contraire, la valo elle a continué d'augmenter. Pas autant qu'on aurait aimé. Avec une partie LBO ou pas? Non. Que venture Pareil, capital que traditionnel. Mais donc voilà, 2019, c'est vrai que c'était un moment assez fort. Et Parce que c'est l'accélération, quoi. Ouais, c'est l'accélération, c'est le moment où tu as des moyens, c'est le moment où tu peux investir, où tu peux prendre tes premiers CDI. T'es encore, mine de rien, dans la construction de la communauté, de la marque. Ah ouais, exactement. Tu fais tout, quoi. C'est Tu un fais moment tout. qui doit être exaltant, quoi. Ouais, et ça te permet d'investir un peu plus dans la marque. Ça, c'est hyper important. Tu vois, dans les trucs qu'on avait fait pour se faire connaître au début, dont j'ai pas parlé, mais il y avait aussi toute la partie création de contenu. On a toujours eu pour volonté de créer le plus beau contenu, sneakers, streetwear, autour des produits qu'on vend. Et d'essayer, tu vois, de créer un mouvement qu'on qualifie d'inclusif, parce que la sneakers limitée à l'époque, c'était si t'es pas dedans, t'es pas le bienvenu, quoi. Ouais. Et nous, ça nous avait, tu vois, froissé à un ou deux moments, parce qu'en fait, on était tout aussi intéressés par l'histoire qu'il y avait derrière les produits que d'autres personnes. Et donc, on s'était dit, on va essayer C'est de bien créer... pour le SEO aussi d'avoir ce genre de stratégie. Ouais, exactement. Et aussi, on a fait un petit peu d'influence. On a fait un peu d'influence, parce qu'à l'époque, 2018, l'influence coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui. Tu vois, pour une paire de baskets limitée, les gens te faisaient un post. Aujourd'hui, ils vont te demander des milliers d'euros pour le moindre poste s'ils sont connus. Vous aviez qui, par exemple? C'était qui un peu vos têtes d'affiche? En fait, vos gars et vos meufs sûrs, quoi. Avec qui vous aviez une vraie relation. Il y avait, voilà, c'était pas que des one-shots. Personne avec qui on a une bonne relation à l'époque, ça me fait sourire aujourd'hui, c'était Nabila. Ouais, ok. On bossait beaucoup avec Nabila. Tu sais que, je crois qu'elle était assez correcte dans le business, hein. Toujours été cool, elle. Nous, elle a toujours été super sympa avec nous. On en a parlé tout à l'heure avec Ruben, de l'agence Follow. Super épisode au passage. Et du coup, pareil, quand il s'est lancé, il s'est lancé à peu près en même temps que vous. Ouais. Parce que je crois que c'est ça, hein, c'est 2017-2018, peut-être un peu avant. Un petit peu avant peut-être. Et pareil, il a bossé avec les Nabila et compagnie, quoi. Ouais, à l'époque, la télé-réalité en influence, c'était les têtes d'affiche, quoi. Ouais. T'avais pas encore les influenceurs qu'on connaît un peu plus aujourd'hui, qui viennent de différents univers, etc. Mais à l'époque, télé-réalité, c'était très fort. Donc Nabila, on a fait quelques OP avec elle. Et c'était cool parce qu'on on s'en est très bien sorti. On avait qui d'autre? On avait Thibaut des Marseillais. Je sais pas si tu te souviens. Pas mal. Le sourire bride un peu, lui. Exactement, qui a fait un podcast là récemment amusant parce que tu vois, il explique que tout le monde lui tape un peu dessus parce qu'il est parti à Dubaï, mais qu'en fait ses boîtes elles sont en France. Donc il a beau vivre à Dubaï, il paye des impôts comme tout le monde. Ouais. Et il explique que sa bonne année, il a payé 3 millions d'euros d'impôts. Ouais. Donc c'est que ça marchait bien, tu vois. Je Ouais, crois que c'était en je crois que ça marchait 2019 très ou bien. quelque chose comme ça. Donc on a beaucoup bossé avec les gens de la télé-réalité à l'époque. Et après on s'est orienté un peu plus vers des gens, je dirais mode lifestyle, qui sont un peu plus dans l'univers de We The New. Tu vois, Plus on a dans l'ère des créateurs de contenu, quoi. Exactement. Tu vois, Lena Situation, on a pas mal bossé avec elle. On a beaucoup bossé avec Follow. Beaucoup des talents de leur agence. Elle est injouable maintenant, Lena, non? Lena Situation. Oui. Je dirais que tu as eu, de manière générale, pour les influenceurs, il y a eu, allez, je te dirais 1-2 années un peu d'euphorie sur ce que ça coûtait. Ouais. Mais quand il y a eu une euphorie pour tout, hein, tu vois, vraiment, tu prends toutes les classes d'actifs confondues. 2020, 2021, c'est n'importe quoi. Ouais. Les valos des boîtes étaient déconnantes. Je prenais regarder toutes les actions, c'était Skyrocket. L'immobilier, c'était Yalla. L'immobilier, exactement. Tu prenais les montres un peu sympas, les prix faisaient x2 sur n'importe quoi. Les paires, c'était aussi ça. Ouais. Il y avait des paires qui atteignaient des prix qui étaient complètement fous. Et Lena, aujourd'hui, oui, c'est probablement, enfin là, j'ai vu qu'elle faisait la couverture de GQ.
avec Ouais, Seb. et puis je crois qu'attends là, elle a même fait. C'est pas elle qui a eu sa propre paire avec Adidas. Ouais. Ce qui est incroyable, quoi. Ouais, non, c'est Enfin, ouf. quand Non, on je arrive à pense un que tel c'est, level, ouais. c'est fou quand même. Ouais, non, c'est, elle est probablement sur le podium des femmes en termes de créatrices de contenu les plus influentes en France. C'est carré ce qu'elle fait quand même. C'est Ouais. on peut Non, c'est tirer très, notre très chapeau, quoi. Donc on a beaucoup bossé avec Léna et avec plein d'autres gens. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que ça a été la partie création de contenu, être proche de sa communauté, les écouter, tu vois, dans ce dont ils ont besoin, comment on fait évoluer le contenu, le produit, le service, l'expérience, c'est des choses qu'on a fait. Et tu vois, encore aujourd'hui avec 1 million de personnes, alors je dis mais c'est pas moi qui fais le job. On a Louise et toute son équipe qui répondent à tous les commentaires, qui répondent à tous les DM. Et en fait, ça fait la différence, quoi. Et cette image qu'on a eue pour We The New depuis le début, c'était de se dire, on veut pas être un simple site de sneakers, on veut pas être un passe-plat entre des clients et des vendeurs. On a envie d'essayer de construire un écosystème. Un média autour de. Il y a un média du qui va mouvement. autour, parce que ce qui nous passionne, nous, à la base, c'est l'univers autour des produits. Donc, dans l'univers, t'as la communauté, t'as le contenu, et t'as tout ce qui nourrit, en fait, un peu la culture urbaine. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être les marques, ça peut être des collaborations, ça peut être 1 milliard de choses. Et en fait, la sneaker, c'est juste une manière de matérialiser plein d'univers qui sont différents. Tu me regardes avec ma Dad Shoes, là ça me rend pas service. Parce que là, du coup, là, je la vois enfin et c'est vrai qu'elle est ultra stylée. Moi j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois, si tu fais un close-up à un moment, tu verras qu'elle est bien abîmée, mais que j'ai quand même mise aujourd'hui parce que je l'adore. Tu peux la montrer, je crois que c'est cette caméra du coup qui te Très filme. bien. Et, Bon, on fera pas, on verra si on fait un zoom ou pas. mais voilà, tu vois, Supreme, c'est une marque de streetwear, mais c'est des mecs qui kiffent le skate à la base. Et donc ils font des elle est produits. incroyable dans l'histoire cet de univers. Supreme quand tu te penches dessus, quoi. Ouais, exactement. Et c'est ça pour plein de produits. Et pour plein de marques, et pour plein de collabs. Et on trouve génial les histoires qu'il y a derrière. Et on trouve génial l'aspect communautaire qu'il y a derrière, d'échanger avec des gens qui aiment des choses juste qui sont à peu près comme les tiennes, et de découvrir d'autres choses qui sont, tu vois, un peu moins ton univers. T'as des collabs, par exemple, entre, je sais pas, une série et des paires de baskets, entre un manga et une paire de baskets. Donc t'as plein d'univers différents. Et l'idée, c'est d'essayer, tu vois, de mettre du lien entre tout ça, mettre aussi un peu d'humain avec la partie communautaire, et donc de construire cet écosystème où on peut s'adresser aux gens avec des messages un peu différents, quoi. On n'est pas salut, viens acheter ta paire de baskets pour ton anniversaire ou pour Noël. C'est tu vois, on va faire un focus sur pourquoi l'UFC c'est un truc qui est en train de monter. Là, c'est un sport urbain. De toute façon, je pense que c'est pas possible d'avoir 1 million de personnes qui te suivent sur un ou plusieurs réseaux. Exactement. En fait, c'est pas que des gens que t'as acheté en acquise, c'est pas que des gens qui veulent acheter des baskets, c'est forcément des gens en fait qui adhèrent à un univers, qui adhèrent à une marque, qui adhèrent à des valeurs et qui adhèrent à des contenus en fait, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et donc c'est un peu cet écosystème qu'on a réussi à construire en 5 ans, qui a demandé de l'investissement. Aujourd'hui, tu vois, toute la partie création de contenu, on a donc là on a un très beau setup pour le podcast qu'on pourrait faire, tu me dirais, dans les bureaux de We The New, parce qu'on a le même espace, mais en mode studio créatif, photo, vidéo, pour ce que tu vois sur Instagram, ce que tu vois sur le site, ce que tu vois sur TikTok. Quand on fait du contenu avec les influenceurs, vu qu'on est aussi dans le centre de Paris, bah, tu vois, ils peuvent venir, créer tout le contenu, hop, enchaîner sur un autre rendez-vous. Et c'est génial parce que ça te permet d'avoir TDA, être super agile, et on a photographe, monteur, cadreur, vidéaste, etc. Tout ça c'est en interne ou Tout ça c'est en vous interne. déléguez? Tout ça c'est en interne. Tout ça c'est en interne parce que Ouais, combien de salariés aujourd'hui We The New? Alors au global les effectifs, il me semble que c'est 120-130 personnes. OK. Les salariés purs, parce qu'on a stagiaires alternants, freelance, on doit être aux alentours de 80-90. Donc quand même, ce qui est une super belle performance parce que tu me disais là, donc chiffre d'affaires l'année dernière quasiment 100 millions d'euros. Oui. Et cette année, du coup, vous communiquez déjà sur les chiffres ou pas On encore? est sur un trend assez similaire. La seule différence, c'est que l'accent maintenant est mis plutôt sur la rentabilité que sur on grandit quel que soit le coût de cette croissance. Donc vous allez faire pratiquement ou autant de chiffre d'affaires, exactement. mais avec une renta meilleure, je suppose. Du coup Exactement. C'est exactement ça. Le marché, on va y venir, mais le marché, en tout cas, de la partie levée de fonds, c'est un peu retourné. Et donc là, c'est plutôt concentrons-nous sur le fait de bien stabiliser l'activité actuelle, d'élargir l'offre produit, pour toucher une audience plus large, tout en gardant de la cohérence, de la pertinence, parce qu'aujourd'hui, on fait encore 95% sur la sneakers, on aimerait bien développer la partie streetwear et accessoires. OK. Et allons chercher, tu vois, de la rentabilité, parce que dans le contexte économique actuel, c'est, je dirais, un peu plus prudent de le faire. Parce que là, par exemple, là, vous allez faire une centaine. Bah, c'est énorme hein, quand tu dis ces mais chiffres. Parce que là, je l'ai dit de manière naturelle, mais faut se rendre compte ce que c'est en e-commerce. Ouais, Parce que vous êtes pure player. Parce que c'est en e-commerce 100 millions d'euros, c'est juste gigantesque. Ouais, c'est beaucoup. Mais vous êtes rentable quand même là à date. L'activité, elle est pas rentable pour l'instant. OK. Parce qu'on investit massivement pour grandir, tu vois, pour passer de 1 à 100.
bah, il faut investir en marketing massivement et dans tout, en fait, parce que toute la tech est internalisée. Enfin, on pourra venir à tous ces sujets plus en détail, mais aujourd'hui, on a 25 personnes qui bossent en tech. Ouais, et ça coûte de l'argent. Tu vois, ça coûte de énormément d'argent même. Toute la logistique est internalisée, mais c'est hyper important parce que c'est là que tu fais ton contrôle qualité, authenticité, etc. Toute la partie créative est internalisée. C'est ce qui fait que tu as 1 million de personnes qui te suivent, mais que tu as une image de marque premium et qu'aujourd'hui, les marques, elles sont intéressées pour travailler en direct avec We The New. Alors qu'historiquement, on bosse avec des revendeurs. Et donc, c'est pour ça que vous avez levé de l'argent cette année, du coup, pour aller chercher cette rentabilité, je suppose, sur les 2, 3, 4 ans. Exactement. Tu as la partie internationale aussi. Tu vois, on fait à peu près 20% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Vous faites 80 millions juste sur la France? Ouais, exactement. Ah ouais, tu vois, moi, j'aurais pensé qu'on était déjà sur du 50-50 là, tu vois. Non. Croître en Europe, ça coûte un peu plus d'argent qu'en France. Donc, Ouais. t'es obligé d'équilibrer un peu les budgets. Mais donc, ouais, on pourra te faire la picture de 2023. Mais c'est vrai que, ouais, déjà, première levée de fonds, si on revient à 2019, on était quand même vachement contents. Et après, on a eu le Covid. Ce qui est un truc assez sport, quoi. Mais ce qui a été positif, je suppose, en termes de In chiffres. fine, ce qui a été positif. Mais ce qui est à un moment, tu vois, ton job, c'est de recevoir des produits quotidiennement, de les authentifier, de les faire partir. Et du jour au lendemain, on te dit, les gens ont plus le droit de sortir de chez eux. Puis t'as dû avoir, ouais, au niveau de la supply, au niveau de la poste, des transports, pendant 3 semaines, c'était le bordel, quoi. Tu te dis exactement qu'est-ce qui va se passer. Donc, t'as 2 semaines où tout le monde a pensé que c'était la fin, quoi. Et après, ce qui est très drôle, c'est que c'est reparti de plus belle. Parce qu'en fait, les gens n'avaient pas d'autre chose à faire que se faire plaisir sur Internet, quoi. Clairement. Tout l'e-commerce français et mondial a explosé en 2020. Ouais, c'est exactement ça. Mais aussi, on s'est retrouvé à faire de la logistique nous-mêmes pendant des mois parce que, ce que je comprends très bien, les gens qui travaillent à la logistique pour nous voulaient pas prendre le risque pendant le Covid de sortir. Parce que maintenant, c'est une période où on avait quand même tous un peu peur, hein. Et donc, on s'est retrouvé, tu vois, à faire des cartons, ouvrir les cartons, authentifier les paires nous-mêmes. Moi, mon associé, les mecs qui bossaient au marketing, les mecs qui bossaient en tech, etc. Donc, c'est des super bons souvenirs parce que, en fait, on s'est amusé pendant ce moment-là. Tu sais qu'en fait, pour la plupart des entrepreneurs, tu leur dis Covid, confinement. Ouais. En général, pour nous tous, ça a été un bon souvenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'un coup, en fait, on a été, je pense, meilleur. C'était un peu la meilleure facette de nous-mêmes. Parce que d'un coup, on était dos au mur, on n'avait pas le choix. Ouais. C'est là que tu te rends compte que quand t'es dos au mur, bah, t'es encore meilleur que quand t'es dans ta routine, en fait, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et même, tu remets les mains dedans, en fait. Et tu vois ce que tu faisais bien. Parce qu'en fait, ça, c'est 2020. Donc, 2018, on a tout fait. David, son téléphone, il s'allumait à 8h30, c'était le service client. Et moi, j'identifiais les paires, je faisais les colis, j'allais à la poste tous les jours, quoi. Donc, on avait fait tous les jobs de la boîte en 2018. 2019, début 2020, on avait complètement arrêté. En tout cas, on se concentrait sur autre chose. Et donc, 2020, il y avait 1 an et demi qui était passé. Et on a remis les mains dedans, quoi. Exactement. Mais c'était drôle parce que moi, je me souviens, j'avais des potes qui faisaient, tu vois, de la finance à Londres, etc. Parce qu'ils avaient fait, tu vois, les bonnes écoles de commerce, comme on sait. Qui sont revenus à Paris pendant ce moment-là. Qui s'avèrent habiter, il y en avait 2 qui habitaient en face du bureau qui était sur le rez-de-chaussée. Obligé pour les livraisons, qui m'ont vu pendant 6 mois découper des cartons dans la rue, quoi. Ouais. Et ils me regardaient, ils me disaient, c'est génial ta start-up, tu découpes des cartons dans la rue. Moi, je savais qu'on faisait des super chiffres, mais tu vois, vraiment, tu passes 6 mois à découper des cartons dans la rue pour les foutre dans la poubelle, pendant que les autres, ils authentifient les produits, etc. Mais, tu crées du lien avec les gens dans ta boîte, tu comprends ce qui marche pas bien, ça te permet d'avoir, tu vois, une idée très très claire de qu'est-ce que tu dois construire les années suivantes. Et la réalité aussi, c'est qu'on a eu des bons chiffres pendant cette période-là, tant en termes de top line que de rentabilité. Et donc, on a relevé, en fait, 1 an et demi après le tour de seed, une série A avec un fonds de venture capital, exactement, qui s'appelle Singular. Okay. Et on a closé une levée début 2021 avec eux. Donc là, montant un peu plus important, 10 millions d'euros, etc. Et donc là, je dirais que c'est le moment où on a pris des vrais bureaux, tu vois, qui étaient en U, dans le centre de Paris. Tu as 2 bars qui étaient les bureaux et une bar qui était la logistique. Et donc, tu avais 2 entrées. Tu avais l'entrée de la logistique, l'entrée des bureaux. Incroyable. Donc, moi, je trouvais ça génial parce que, étant passionné des produits, tous les jours, je peux aller faire jeter un coup d'œil. Il y a quoi comme paire? Qu'est-ce qu'on vend en ce moment? Je peux regarder. Est-ce que c'est sympa? Essayer, etc. Et le reste avec tous les bureaux. Et ce qui était drôle sur cette partie logistique, c'est, un jour, le livreur, il vient nous voir. On bossait avec DHL à l'époque et il nous dit, on commençait à vendre pas mal à ce moment-là. Et il nous dit, franchement, on remplissait un petit camion tous les jours. Et il nous dit, ouais, franchement, les gars, c'est bien ce que vous faites. Vous êtes les seuls avec Zara à Paris, dans Paris Intramuros, c'est avoir un enlèvement quotidien DHL. Et moi, dans ma tête, je me dis, waouh, c'est génial. Et vraiment, 3 secondes après, je me dis, on est peut-être aussi un peu con de faire de la logistique à Paris, ça coûte probablement un peu trop cher, quoi. Donc, on va peut-être trouver un entrepôt en dehors de Paris, parce que tout le monde était, tu vois, serrés les uns sur les autres, il y avait 30 mètres carrés, en plus, etc. Si tu me dis DHL, ouais, ça devait être beaucoup plus cher qu'un Colissimo ou un truc comme ça, quoi. C'était super cher, mais super expérience.
Donc voilà, et on a pris le virage tech aussi à cette période-là. Ce qui a fait qu'on a pu construire le We Know You d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était encore les post-it sur, tu vois, quand on a fait notre série A, moi je m'en souviens, mais on avait les post-it sur les boîtes de chaussures, quoi. Ok. Parce que nous, tu vois, un client passe une Pour se commande. rappeler laquelle est laquelle, quoi. Genre, Ouais. tel modèle, telle taille, tel. C'est surtout nous, on doit faire un matching. En fait, je te donne un exemple. Si tu bosses avec Nike, ce qui est pas notre cas, hein, nous on bosse avec des revendeurs qui sont des particuliers ou Ouais. des gens qui professionnalisent un peu cette activité, mais tu bosses avec Nike, tu reçois 1000 Air Force One, un client passe une commande, t'en prends une et tu la mets dans un carton. Et que tu prennes celle en haut à droite ou celle en bas à gauche, on s'en fout, quoi. Il y a pas de, ça change rien. Nous, quand un client passe une commande, on achète un produit spécifique en face. Ouais. Donc quand le produit arrive, il faut qu'on soit sûr que ce produit-là, il parte à la commande spécifique. Donc on a une histoire de matching. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, c'est que tu vois, on réceptionnait le produit, on allait dans ce qu'on appelait notre back office, qui n'était pas du tout un back office. C'était quand même des SKU par. Ouais, exactement. Oui, on avait les SKU. Oui, c'était le seul truc qu'on avait, c'était les SKU. Ensuite, on regardait tous les gars qui avaient commencé une paire de Air Force One Supreme en 42. On regardait quel était le plus ancien, mais donc à la main, hein, tu vois, tu remontes comme ça sur ton Mac, etc. Tu dis ah bah voilà, c'est Pierre Étagère qui a commandé cette paire-là il y a 6 jours. Et bah c'est quoi son numéro de commande? 42 12 14. Ok. Ah ouais, l'enfer. 42 12 14. Tu colles le post-it, tu le passes au poste d'à côté, le mec il l'authentifie. Ensuite le mec qui expédie, il va dans le back office, tu vois, de Shopify, il tape 42 12 14. Il copie-colle les informations de transport sur le site de DHL, Mon il Dieu. imprime le truc et t'espères que t'as pas perdu de post-it et que l'adresse c'est la bonne et que le mec il a pas écrit 42 12 13 quoi, juste Ouais. parce qu'il a voulu aller vite. Donc il était vraiment temps d'avoir un vrai logisticien dans ce métier, quoi. Et on a réussi à livrer 10 millions en étant comme ça. Ouais, ça c'est quand même très fort. Mais on avait les chiffres. On bossait beaucoup et on avait les chiffres, mais opérationnellement c'était, tu vois, on avait pas loin d'avoir la tête sous l'eau quoi. Et moi, je voulais juste faire une parenthèse là-dedans. Parce que c'est vrai qu'une partie très importante de votre taf, c'est l'authentification. Je suppose que, bah, du coup, Day One, ça a été quand même ça a été un enjeu. Comment vous avez fait? Comment ça a évolué? Et comment, en fait, vous êtes sûr aujourd'hui, bah, en fait, d'avoir un fact-checking à 100%, en fait? Ouais. Écoute, au tout début, c'est nous qui le faisions avec David. On avait une expertise sur un nombre de produits assez restreint, donc c'était pas trop difficile. Ils ont vendu des produits qui étaient relativement chers. Donc les contrefaçons qu'on avait étaient pas extrêmement bien faites, on trouvait. Donc ça c'est vraiment comme ça qu'on a commencé. Et Ça se voyait très tôt, rapidement, quoi. on le voyait assez rapidement. Il y a eu des problèmes sur lesquels on avait il y a des produits sur lesquels on avait des gros doutes. Donc quand on avait des doutes, on renvoyait les produits. On en trouvait d'autres. Parce qu'on voulait pas prendre le risque. Assez rapidement, on s'est mis à construire une espèce de, pas une espèce, mais une base de données. Photos, texte, avec les points d'attention. C'est-à-dire que, par exemple, chaque paire, je sais pas, en fait, c'est un cahier des charges Ouais. avec, je vais dire une bêtise, enfin, c'est quoi? C'est plutôt 6 points d'attention ou c'est plutôt 36 points d'attention? Et ben pour être très franc, aujourd'hui on en a 12. Ok. Je vais pas te citer les 12, mais je vais t'en citer au moins Non, 5-6 non, mais, faciles. Mais tu vas voir la boîte. Ça paraît anodin, mais quand les gens font des fausses paires de baskets, où est-ce qu'ils essayent de faire des économies pour pas que ça se voit sur le produit? Bah, c'est sur la boîte, pardon. Donc ils vont te faire une boîte en carton 2 fois plus fin qu'une boîte Nike. Ok, donc là, tu le vois direct. Donc la boîte, tu vois. Tu peux voir l'étiquette. Tu sais, t'as une étiquette sur chaque paire de baskets. Tu peux voir l'étiquette, si les polices sont pas bonnes, etc. Ensuite, t'as tous les papiers. Quand tu ouvres une paire de baskets, il y a toujours des papiers qui les emballent. Sur des produits en édition limitée, parfois t'as même aussi des petits goodies qui viennent avec ou des papiers spéciaux. C'est ce qui m'a fait dire que j'étais bon. Tu vois, parce que Ouais. j'avais tous les stickers suprêmes. Pareil, bah en effet, j'ai regardé l'étiquette, c'est la même que sur toutes mes Air Force One. Et là, pareil, la boîte, c'est la boîte Nike avec le logo suprême, l'hologramme. Enfin, il y avait Ouais, vraiment. exactement. T'as Je me toutes suis ces dit, alors, choses-là. franchement, si c'est une fausse, le mec il est bon. Et puis comme je me sens bien, comme dans une vraie Air Force. Y a pas de raison. Non, parce que pareil, j'ai eu un peu peur de me dire, putain, le mec, c'était, tu vois, je te dis, c'était 20-30 balles moins cher que ce que je voyais ailleurs. Donc je me dis, putain, il y a peut-être j'ai eu un doute Ok, d'accord. au début. Ouais, oui. En général, ce qui fait qu'on refuse une paire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas sur un produit, pas une chose seulement. Mais donc voilà. Et donc t'as tout le papier et ensuite tu t'attaques à la paire. Et donc la paire, t'as les coutures, t'as les matériaux, t'as tu vois la semelle intérieure. Donc t'as toutes ces choses-là, t'as l'odeur. Ça paraît drôle, hein. Mais je vais te donner, tu vois, comment on a déjà décelé des fausses. Tu prends une paire de baskets qui est sortie il y a 1 an. Logiquement, elle a fait 1 an dans un placard. Et elle sent plus l'odeur de chez la personne que l'odeur du neuf. Ouais. Tu vois comment on sait tout à ça quoi. Comme quand tu rentres dans une bagnole, tu sais si elle est neuve ou pas, quoi. Exactement. Ce genre d'odeur. Et les marques n'ont pas les mêmes odeurs. C'est pas une blague. Tu vois, la colle de chez Jordan, c'est pas la même odeur que la colle de chez Adidas.
Je sais pas si au nez, yeux bandés, je reconnais le truc, mais je sais te dire oui, c'est l'odeur habituelle ou pas. Ah, comme les mecs qui sentent le pinard, toi, on te donne une basket et tu peux te dire Air Jordan 1996. Exactement. Et un jour, on a une fille, une ado, qui vient nous vendre 2 paires de baskets. Un truc assez limité qu'on avait du mal à trouver dans une petite taille. Un truc introuvable, quoi. Jordan 1, 38. À cette époque, ce colorway, on galérait. Il nous en ramène 2. La paire, elle est sortie il y a 1 an. On sent la paire, elle sent le neuf. Mais le neuf de chez neuf, quoi. La paire, elle est neuve. Tu vois, t'as encore l'odeur de la colle. En fait, un truc comme ça, plus elle t'a jamais vendu de paire de baskets, plus elle t'en amène 2, plus elle te la vend à un bon prix et elle sent le neuf. Ouais. Tu vois, il n'y a pas à Red réfléchir flag, 10 fois. direct. Mais la paire en elle-même, elle était parfaite. Ah, c'est-à-dire que sans l'odeur, t'aurais pu te faire berner. Au pied, avec un pantalon dans la rue, 99,5% des gens, ils font pas la différence. Ok. Il y a des très bonnes fausses, hein. T'as des fausses qui valent 150 balles, quoi. Donc tu peux voir. Donc, ce qui font qu'on décide de refuser un produit, c'est en général plusieurs critères. T'as un peu de data sur qui est le vendeur, et t'as le produit en lui-même. Okay. Et donc t'as tout ça sur le produit, et après t'as toutes les informations vendeurs, et après on utilise 2-3 trucs en plus dont on parle pas, qui sont un peu, tu vois, le secret sauce, quoi, de We Don't You. Mais derrière, on a des experts par marque. C'est-à-dire que tout ça, aujourd'hui, c'est beaucoup d'humains, ou vous arrivez quand même à automatiser une partie de ce checking? Grâce au virage tech qu'on a pris, aujourd'hui, on est extrêmement efficace sur le temps de traitement d'un produit en logistique. T'as, selon le produit, entre 30 secondes et 1 minute 30 en moyenne qui sont passées sur l'authentification. Okay. Sachant qu'1 minute 30, c'est relativement long quand même. C'est long, ouais. Et au total, le temps humain sur un produit traité en logistique, c'est 2 minutes. Ok. Sachant que on parle de quel flux quotidien? On parle de paires à checker. Je te dirais, dans les grosses périodes, quelques milliers de paires. Dans les périodes un peu plus calmes, 1000-2000 paires. Ouais, donc ce qui est quand même pas anodin. Ouais, c'est considérable. Non, un authentificateur chez We Don't You, il voit un peu plus de 200 produits par jour. Ok. Donc en fait, tu deviens aussi expert très vite. Parce que, tu vois, par exemple, Simon, on revient à ce jeune Simon, ouais. Il me parlait en fait d'une appli qu'il avait qui déjà lui pouvait l'aider en fait en prenant la photo à déjà en fait faire on va dire un premier donner une première note. Premier check, quoi. Ouais, je sais pas si ça c'est quoi, c'est une techno qui existe. Ouais, t'as une boîte américaine. Probablement qu'ils utilisent ça. T'as une boîte américaine qui s'appelle Check, il me semble. Ah bah c'est ça. Ouais. C'est les seuls qui, à mon avis, font plutôt bien le job. Honnêtement, on bosse pas avec eux parce qu'en fait tous les produits nous transitent par chez nous, donc on n'a pas la nécessité en fait de contrôler les produits en amont par photo. C'est pour pas en fait s'emmerder à demander à la personne, tu me l'envoies, il les check en direct et après du coup il doit la renvoyer parce que c'est du faux. Déjà avec la photo, il sait s'il peut dire bah vas-y tu peux me l'envoyer, je vais refaire un check manuel. Honnêtement, je suis pas du tout un expert du service. Intuitivement, sur les mauvaises fakes, ça marche bien. Ouais. Sur les bonnes fakes, je pense que tu peux te faire avoir assez facilement. Mais la réalité, c'est que les bonnes fakes, c'est pas du tout la majorité du marché. Ouais, c'est ça. Et les bonnes fakes, elles sont que sur les produits qui sont chers, je te dirais. Tu peux en avoir sur des produits qui sont moins chers, mais il faut qu'il y ait du volume à faire dessus. Je te donne un exemple. Le best-seller de l'année dernière sur We Don't You, c'est Dunklo Black White. Okay. Peut-être que c'est ce que c'est. Enfin, c'est sûr que tu vois ce que c'est. Il y a eu tellement de quantités dessus qui ont été vendues. Tu vois, nous, on en a vendu des dizaines de milliers d'exemplaires. Et ça a été une paire qui a été tellement populaire que ceux qui contrefont, tu vois, des Dunklo Black White, comme ils savaient qu'ils allaient en écouler des millions, ils ont pu investir un peu massivement sur le fait de faire des bonnes fausses, même si la paire se revendait que 200 €. Tu vois. Donc là, tu avais des fausses pas mal, mais en général, tu que des bonnes fausses sur des paires qui valent assez cher. Tu vois, nous, on a des paires qui valent 1000 balles sur le site. Bah là, tu as des belles contrefaçons parce que... Oui, les gars s'emmerdent un peu, quoi. Bah, c'est surtout que le mec qui est prêt à acheter une contrefaçon, quand il sait que la paire vaut 1000 €, bah, il se dit, ça me dérange pas trop de payer 150 balles, quoi. Je fais une bonne affaire d'une certaine manière. Ouais. Donc, tu as des bonnes contrefaçons parce qu'à 150 balles, bah, tu vois, c'est fabriqué en Asie comme les vraies paires de Nike, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc c'est autant sur le produit que sur les données qu'on a sur le vendeur. Et la politique, c'est quand on a un doute, on fait pas passer le produit. Et en général, tu as plutôt 2-3, quand on a 2-3 faisceaux d'indices qui nous font penser que le produit est contrefait, on décide de pas le prendre. C'est pas un truc en particulier. La direct c'est denied et puis ça, ouais, exactement. Ça repart, ça a reçu un process logistique de retour. Exactement. Quoi. Ça repart au vendeur, etc. Il récupère son produit et voilà. Et lui, je suppose que il est ban du truc. Enfin, il peut se en général, ouais. En général, il est ban. Après, ça dépend. Tu peux avoir des cas un peu particuliers. Tu vois, t'as des vendeurs qui nous vendent des centaines de produits par mois, parce qu'en fait, ils ont professionnalisé leur activité et ils ont le droit à l'erreur, quoi. Exactement. Et en fait, ils rachètent à plein de gens pour ensuite nous vendre.
Et c'est arrivé qu'au milieu de tout ça, il y a des produits qui passent pas le contrôle. Et là, tu vois, c'est en général, désolé, en fait, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de tout vérifier avant de tout vous envoyer. Bon, bah, ça peut arriver, tu nous envoies 1000 produits, il y en a un qui passe pas. Bon, on sait que t'es plutôt de bonne foi, quoi. Ah, c'est-à-dire quand même que donc il y a des gens plus que bon, un mec comme moi qui aurait par exemple acheté sa paire et finalement elle va pas, j'ai pas envie de la renvoyer, je la revends sur With The New parce que je me dis que je peux me faire un bénéfice parce que la paire est rare ou quoi. Ça, je suppose que des mecs comme moi, il y en a beaucoup. Ouais. Et vous avez aussi des mecs dont c'est vraiment le métier à plein temps et qui gagnent de l'argent avec vous. Exactement. T'en as plein, en fait, qui ont professionnalisé leur activité. Et c'est assez simple de le comprendre parce que nous, on a décidé de se positionner du côté client. Tu vois, de dire, With The New, c'est un site où tu as une super expérience en tant que client. Mais notre job, c'est pas du tout de faire copain-copain avec tous les magasins, tous les sites internet pour avoir du stock à chaque sortie. On aurait pu prendre ce parti pris qui était David et Mike quand ils avaient 16 ans, tu vois. On n'avait pas créé un super site, parce qu'on savait pas comment faire. Par contre, on participait à tous les tirages au sort, on faisait la queue devant les magasins, on inscrivait sur les tirages au sort le père, la mère, le frère, les cousins, les collègues qui étaient en cours, quoi. Et aujourd'hui, tu as des gens qui font ça. Tu vois, leur job, c'est de connaître tous les magasins qui vont avoir les produits, d'avoir des contacts privilégiés. C'est des petits génies de l'informatique qui ont, 50 000 proxys à chaque sortie et qui ont dizaines, centaines de paires de baskets à chaque sortie limitée et qui ensuite se diversifient un peu sur d'autres produits. Il y avait eu un film comme ça sur Netflix. Je sais plus si c'est Netflix ou Prime. Ouais. En fait, c'était l'histoire justement de ce mec qui était passionné de sneakers et qui le fil rouge du film, en fait, c'est il recherche the pair qui est hyper rare et finalement il la trouve au Japon. Enfin, je sais pas si ça te parle. Ah là, non, ça me parle pas. Normalement, Ah, tous les trucs sur les sneakers, je les ai vus, mais là, ça me parle pas. Alors vas-y, faut que je ferai une recherche, je mettrai dans la. J'ai vu R. Je sais pas si t'as regardé R. R, j'ai regardé, mais j'ai bien aimé quand même le parti pris que Ben Affleck et Matt Damon ont pris. Ouais. Bon, après, c'est pas que j'étais déçu, mais bon, comme j'avais lu la biographie, je connaissais quand même bien l'histoire. J'avais vu The Last Dance, donc je connaissais aussi cette histoire, mais c'était quand même sympa d'avoir justement ce focus sur le personnage joué par Matt Damon, en fait, qui est un employé de Nike et dont le métier c'est d'aller repérer les futurs ambassadeurs et qui en fait cette année-là, je crois qu'on est on est en 86 à ce moment-là. Nike est pas ouf. Un tout petit peu avant, je crois. Ouais. Parce qu'ils ont fait leur première paire. Moi, j'ai pas l'air de me tromper. Je crois que c'est 1980. Ouais, c'est 84. Ah, c'est 84 Jordan. Quasiment sûr. Faut vérifier. Ah, donc en fait, c'est que 4 ans après un Magic Johnson en fait. Ouais, Magic Johnson, c'est 1980. Ok. Et d'ailleurs, il y a 84. Ouais, il y a un fun fact là-dessus. On a le droit de vérifier en live comme ça. Vas-y, t'as le droit de vérifier. Pendant ce temps, comme ça, je raconte mon histoire. Je sais pas si tu as vu cette série justement sur les Lakers de 1980 et comment le mec qui est joué par je ne sais plus quel acteur, en fait, il rachète cette franchise qui est une franchise un petit peu hachée. Même la marque NBA est pas encore si ouf en 1980, en tout cas au niveau mondial. Il rachète les Lakers et du coup cette année justement, il draft un jeune rookie qui n'est d'autre que Magic Johnson. Et donc du coup à un moment donné, il y a un épisode où en fait on voit Magic Johnson qui se fait draguer par toutes les grandes marques. Donc les grandes marques de l'époque c'était Adidas et Converse. Et il y avait justement un jeune entrepreneur qui avait sa marque, mais lui il pouvait pas prendre, il avait pas autant de budget que les autres. C'était Phil Knight, le CEO de Nike. Et en fait, Phil Knight, il avait pas le budget qu'avait Converse, Adidas, et donc du coup, il filait des shares de Nike. Et en fait, on voit qu'il fait du coup une proposition à Magic Johnson, qui spoiler alerte, choisir à Converse, parce qu'il lui proposait, je vais dire une bêtise, beaucoup de cash, quoi, en tout cas. Genre $300 000, alors que lui, il devait proposer, je sais pas, $50 000 et X shares. Et en fait, à un moment donné, justement, la série, elle est bien faite, c'est qu'on voit du coup Magic Johnson qui dit, il a refusé. On voyait, il lui proposait 1000 actions de Nike, valeur à l'époque 37 cents, valeur aujourd'hui X, machin et tout. Ouais. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il aurait 1,2 milliard de dollars. Et là, il y a une voix off qui dit, est-ce qu'il regrette? Magic Johnson regarde la caméra et dit, non, je regrette pas du tout. Et après, la caméra va sur Phil Knight et qui dit, si, il regrette. Et du coup, c'est marrant parce que ça, c'est 1980. Et à l'époque, Nike est une petite marque. Et c'est vrai que le Nike que notre génération connaît, en fait, c'est Michael Jordan qui les a fait rentrer dans une nouvelle ère. Ouais, complètement. Et dans une nouvelle ère. Et justement, c'est pour ça qu'il faut voir le film
Air, qui raconte du coup cet épisode quand un mec a dit on met tout le budget sur ce jeune rookie qui est Michael Jordan et on va passer dans une Et ouais, on dimension. lui fait sa paire de baskets, c'est notre franchise, il y a son nom, etc. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Et Michael Jordan qui propose un truc qui était inédit à l'époque, il dit ok, mais moi je veux ad vitam aeternam prendre un pourcentage Exactement. sur les ventes, ce qui ne se faisait jamais à l'époque, quoi. Exactement. Je crois que ouais, c'est sa mère qui le demande au téléphone Ouais. à la fin du truc. Mais ouais, ce qui est fou parce qu'aujourd'hui si il est milliardaire aujourd'hui, c'est grâce à ça. En grande partie. Et puis en fait, et ce qui fait que Nike du coup après a doublé Adidas et même Ah marrant ouais, parce que même complètement. depuis même a racheté Converse. Ouais. Du coup, c'est encore une fois c'est le basket et Michael Jordan qui les a fait passer dans une autre dimension, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on raconte l'histoire derrière les produits parce qu'il y a plein de trucs Ouais, c'est passionnants. ça. hein. Mais tu vois, t'as en fait quand tu parlais de médias et etc. et tout, moi je sais que je suis passionné par cette pop culture street. Bah, c'est justement cette histoire des sneakers, cette histoire des baskets. Pareil, en plus tu me disais que tu faisais du basket. Donc, Ouais, toi donc t'es de 90, non 93, ouais. 93. T'as forcément connu la marque End One. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est que quand tu parles de End One, à l'époque, moi quand j'étais au lycée, mais bien sûr, c'était plus cool d'avoir des End One que d'avoir des Nike presque. Ouais, c'était Et aujourd'hui, énorme quand on était plus petit. personne ne connaît ça. Et il y a Non, un je le documentaire. connais plus. Il y a un documentaire sur Netflix. Il y a un documentaire sur Netflix, Sur je End crois One. qu'ils essayent de relancer la marque. Hein. Ouais. Et regarde le documentaire sur End One, il est Il est incroyable. sur Netflix. Ouais, je sais pas si c'est Ok, Netflix ou Prime Ouais, ou ouais, OCS ou. Moi, je regarderai. Mais en tout cas, Et c'est c'est vrai que incroyable. N1 à l'époque, c'était incroyable. On adorait. Et maintenant, il y a 2-3 figures qui restent un peu encore aujourd'hui, mais il n'y a plus le collectif comme il y Ils avait avaient à même l'époque. leur jeu de PlayStation tellement, Ouais, enfin, ils avaient ouais. créé en fait une marque tellement cool. En fait, c'était le côté street de Nike en fait, quoi. Ouais, exactement. C'était l'essence de l'urbain, quoi. Ouais. Dans et l'univers du basket. Et d'ailleurs, on voit que le basketball moderne est beaucoup plus urbain que n'était le basket des années 80, Ouais, bien sûr. début 90, quoi, qui Ouais, était je suis d'accord. un basket plus classique, quoi. Complètement. Bon, tu vois, on a complètement divagué sur Non, tout mais c'est ça. hyper intéressant, On ouais. est passé du fact-checking à End One. C'est quand même Exactement. pas mal, quoi. Ouais, c'est bien sûr. Bonne digression. Mais donc, écoute, si on essaie de reprendre un peu le fil. Donc là, il y a le Covid, Ouais. super année, deuxième levée de fonds Exactement. début 2021. Donc Ouais. on va dire, on est encore sorti on est en sortie il y a eu les 2 premiers confinements. Je crois qu'il y en On aura peut un sortir de troisième. chez nous, on peut pas encore aller au resto. Mais voilà, on est quand même, on est plus près de la fin quand même. Ouais, Voilà. exactement. Ouais, c'est exactement ça. Donc, on close un tour donc avec Singular, super content, tout début 2021. 10 millions du coup. 10 millions d'euros exactement. Et là, on prend un virage tech assez fort. Donc, on recrute un super CTO qui était avant CTO chez Pixmania. Donc, grosse marketplace, tu vois, qui fait centaines de millions de volumes d'affaires. Dans l'ancien monde d'Internet. Dans l'ancien monde d'Internet exactement. Mais si C'est c'est ça, un il y avait remis de 4 700, là. pontes, il y avait Cdiscount, Ouais. Rue du Commerce, Price Minister et Pixmania. Ouais, Pixmania, exactement. c'était les frères Rosenblum, je crois, ou Ouais. Rosenblum, Exactement ouais, qui depuis d'ailleurs ont fait The Case, Ils ont fait The Case. les coques Mais ils ont iPhone. repris Pixmania, ils l'ont relancé là. Ah, ils ont repris Pixmania, Ils ont incroyable. relancé. Tu vois, je Ils ont connaissais refait pas une ça. soirée, ils ont fait une soirée de lancement, etc. Ok. Et le CTO qui est à la soirée de lancement, je me dis, putain, j'espère qu'il va pas retourner être CTO de Pixmania. Parce que ça se passe très très bien. Mais donc ouais, gros virage tech, ça c'était super important. Début de l'international, parce qu'on faisait que la France à l'époque. Grosse croissance aussi. En fait, on a beaucoup recruté. Tu vois, Covid, tu recrutes pas en fait. Covid, je vais pas dire que les commandes tombent, mais presque. Tu vois, t'as moins besoin d'investir. Et comme nous, on passe nos journées à faire de la logistique, on n'a rien construit en interne, tu vois. Pas construit de texte, pas construit d'opération particulière. Il fallait juste qu'on traite les commandes des clients. Et donc 2021, c'est vraiment le moment où on se remet à investir dans les people, investir dans la boîte. Donc on est passé de, il me semble, une vingtaine de personnes à peu près une grosse cinquantaine de personnes sur l'année 2021. Ouais. Et on se seniorise, tu vois. À la base, on est encore un peu la bande de kids. On a 27 piges. Ok, on commence à faire tu vois, 2-3 dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Les sneakers limités, c'est en train d'exploser. Mais on fait beaucoup de choses à la main, quoi. C'est le moment où il faut qu'on se structure, qu'on se seniorise, qu'on mette des process en place, qu'on recrute des gens avec de Je trouve l'expérience. ça déjà ouf que vous ayez été quand même aussi haut avec du coup, en fait, quand même autant d'étapes quand même fait à la mano, quoi. C'est Ouais, bien sûr. quand même, on sent que du coup, c'était du labeur, quoi. Ouais, il y a eu beaucoup de boulot. Ah, donc là, on est en plein Black Friday, plein Noël. Et opérationnellement, ça se passe bien / très bien. Les années précédentes, Black Friday, Noël, c'était... Je passais pas des bonnes nuits, quoi. Non, mais c'était vraiment... c'est le chaos, quoi. Ouais. Au sens premier, on avait plein de commandes, donc c'était vraiment des problèmes de riches. Mais je me souviens, pour aller récupérer des paires de baskets,
le vendredi, tu vois, jusqu'à 22h30, avant d'aller rejoindre sa famille, tu vois, pour soit faire un dîner, soit un truc, on allait récupérer des paires aux 4 coins de Paris, quoi. Et on faisait tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais t'avais un magasin qui avait plein de paires limitées qui allait fermer, donc il avait décidé de nous vendre une partie de son stock. Il avait pris sa voiture, il avait rempli la voiture, mais j'étais même pas allé avec lui, parce que si je venais, il y avait moins de place pour mettre des paires de baskets à l'intérieur. Il s'était mangé du centre de Paris, on avait des bureaux entre le 15e et le 16e à l'époque. Il avait pris tout le 1h15 de bouchon juste pour revenir avec les paires de baskets. Et à l'époque, c'était des Yeezy Zebra. Parce que c'était une couleur de zèbre, noir et blanche. Et je l'appelle et tout, et il me dit, je dis ça va, tout se passe bien. Il me dit, j'ai tout le zoo avec moi. Je dis, c'est-à-dire tout le zoo. Il me dit, j'ai des zébras à faire exploser le coffre. Tu vois, limite, ça nous avait sauvé le Black Friday parce que tout le monde avait commandé ça. Il me dit, j'en ai plein, c'est bon, on va pouvoir genre traiter les commandes, etc. Et je l'ai attendu jusqu'à genre 22h30. On a tout déchargé de sa voiture. On a rempli un ascenseur. Je me souviens, on a fait des photos parce qu'à l'époque, c'était, tu vois, un truc de fou. Ça, c'était fin 2020, début 2021. Et on avait pu traiter les commandes. Mais c'était super, super, super compliqué. Et maintenant, et c'est presque une continuité, même s'il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Le fait d'avoir pris un virage de la tech, d'avoir automatisé énormément de choses, d'avoir construit toute notre back-office, toute notre logistique, toute une interface vendeur où tout le monde peut venir lister ses produits. La logistique est où maintenant? Du coup, elle est en dehors de Paris? Ouais, en dehors de Paris, mais tout est internalisé. Hein. Toute la logistique. Ah, c'est quand même à vous. T'as pas fait appel à un logisticien. Non, on fait tout nous-mêmes. Ouais, donc en fait, ça, créer en fait une logistique de from scratch, c'est quand même pareil, c'est du taf, quoi. Exactement. Donc, tout le processus logistique est bon, toute la partie paiement des vendeurs, parce que nos vendeurs, c'est des particuliers et des pros, quoi. Nous, on paye des milliers de personnes tous les jours. Sur des. Tu utilises quoi comme techno pour ça? Une techno in-house ou tu ouais, globalement, c'est in-house. Enfin, c'est in-house, pas globalement. Et on bosse avec, beaucoup avec Revolut et PayPal, principalement. Pour les virements bancaires et pour la partie PayPal. Mais, en fait, tous les outils, tous les process, toutes les interfaces que les gens utilisent aujourd'hui en 2023, ça nous a pris, tu vois, 2 années et demie pour les construire. D'abord, tu as ton back-office, ensuite tu as ta solution logistique, ensuite tu as l'automation de tes paiements vendeurs. Ensuite, on avait toujours un petit noyau Shopify, mais on a décidé de refaire tout le front pour pouvoir customiser, aller beaucoup plus loin. Ouais. Donc, on a décidé par marché maintenant, Allemagne, France, Italie, Belgique, etc. Et donc, c'est quoi votre deuxième marché, du coup, après la France? Belgique, c'est gros. Ok. Et ensuite, tu as Allemagne, Italie. Ok. Pas du UK. Alors, le problème du UK, c'est la douane. Ah oui, surtout. Là, tu prends 20% dès que tu vends un produit. Ok. Donc ça, c'est pas évident. Enfin, en termes juste de compétitivité prix. Ouais. Mais donc, il y a eu, grosse phase de seniorisation des équipes. Donc, on a pris des gens, tu vois, qui avaient 10, 15, voire 20 ans d'expérience sur des postes clés. Tu vois, toute la partie e-commerce acquisition, toute la partie tech. On a aussi les profils historiques, qui sont montés avec nous. Qui ont grandi, quoi. Exactement. Celui qui gérait les joueurs de foot, aujourd'hui, il gère toutes les opérations. Tu vois, il y a des dizaines de personnes à la logistique, il y a tout le service client, il y a toute la partie sourcing des produits. Louise, qui, tu vois, était community manager freelance 2 heures par jour au début. Bah, maintenant, il a une équipe où il y a... Elle est CMO? Elle est pas CMO, elle est Head of Brand. Ok. Mais tu vois, elle gère une petite dizaine de personnes, je crois entre 6 et 8 personnes. Pas mal quand même. Ensemble. Et donc voilà, on a structuré la boîte vraiment en interne. On est passé de, tu vois, en début 2021, fin 2023, 25 à une centaine de personnes. Un peu plus d'une centaine de personnes. Et on fait beaucoup de choses, quoi. Maintenant, il y a le Paris physique, on doit gagner à Lafayette. Champs-Élysées, Haussmann. Donc ça, il y a ça qui est bien aussi. Donc ça, c'est quoi? Vous avez quoi? Un corner, ouais. Plus qu'un, oui, c'est un corner. Ouais, exactement. 3 corners. Et vous, demain, avoir vos propres boutiques, donc avoir une stratégie omnicanal, quoi, de ne plus être seulement une... Alors, vous n'êtes pas vraiment une DNVB, parce que vous êtes une marketplace, mais si vous étiez... C'est quoi? Ça fait partie de vos pistes de développement, parce que en fait, c'est du développement... de chiffre d'affaires, mais c'est aussi du développement de la marque, en fait. Alors, nos propres produits, c'est ça? Non, par contre, vos propres boutiques. Ah, boutiques. Physique, ok, d'accord. En retail. Propre boutique. Parce qu'on a une marque, We The New, on fait des vêtements. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais, mais vous faites pas de basket encore. Non, on fait pas de basket. Ouais, peut-être que ça viendra un jour. J'adorerais qu'on fasse des collabs avec des marques. Ce serait vraiment cool. Ça serait, tu vois, un peu le kids de 14 ans qui fait un de ces... Du coup, t'as pas que j'y pense, la question d'après, comme ça, si tu peux me le rappeler. On va faire les deux en même temps. Ouais, comme ça, on fait les deux. C'est pareil, c'est quoi vos relations avec Nike, Adidas, avec tous ces gens-là en fait, je veux te la poser depuis 1 heure et en fait, à chaque fois, je l'oublie. Tu l'oublies. Écoute, je te réponds sur le retail, ensuite sur les marques. Ouais. C'est une belle preuve de concept ce qui se passe au Galeries Lafayette parce que ça marche bien. On est à l'homme, à la femme, boulevard Haussmann, et on est aussi aux Champs-Élysées. On a un plus grand corner. Et ça fonctionne bien, honnêtement. Donc ça, on est super content.
on réfléchit à faire un magasin, mais si on fait un magasin, on a, je dirais, un certain niveau d'ambition pour le faire. Donc c'est un projet qui coûte tout de suite quelques centaines de milliers d'euros. Vous voulez que l'expérience soit incroyable et que ça soit pas une simple boutique pignon sur rue et tu vends des baskets, quoi. Exactement. Je sais pas si tu connais Kiss, qui est un gros magasin de streetwear. Ouais, carrément. Donc, on va pas faire Kiss parce que la boutique, elle leur a coûté des millions d'euros, mais on a envie qu'il y ait une expérience, en fait. On veut pas que juste les gens viennent acheter une paire de baskets et partent. C'est un peu comme cette vision d'écosystème. On veut pas que les gens, ils viennent, ils disent, ah bah tiens, je veux cette Air Force One Supreme et je repars juste après, quoi. On veut que les gens, ils viennent passer un moment. S'ils achètent une paire de baskets, bah c'est génial. Mais s'ils viennent pour manger un morceau ou regarder ou découvrir des choses et jouer au basket, jouer au basket, exactement. Et bah c'est cool aussi. Donc voilà, on verra quand est-ce qu'on va le mettre exactement dans la roadmap. On est 100, ce qui est beaucoup, mais il faut encore vachement prioriser les projets. Bien sûr. Et ensuite, la deuxième partie sur la relation avec les marques. Écoute, historiquement, on n'avait quasiment pas de relation avec les marques. En fait, tout ce que vous faites, c'est évidemment légal. Ouais. C'est ça que les gens pourraient se poser une question, parce qu'en fait, du coup, vous êtes un peu comme des revendeurs de Nike. Et ça que, du coup, d'extérieur, on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi, enfin, est-ce que Nike a un droit de regard et un droit de réponse à ça, en fait, quoi? Alors, si on fait il y a la réponse légale, que je connais, parce qu'évidemment, on a été obligé de la regarder. Si elle dure pas longtemps. Mais la réponse légale, c'est, les marques sont maîtres de leur distribution. Donc elles choisissent où est-ce qu'elles distribuent les produits. Courir, Foot Locker, le petit retailer, tu vois, à Strasbourg, enfin bref, peu importe, sur leur site, etc. Une fois que les produits sont vendus en magasin, chacun a le droit de faire ce qu'il veut des produits. Ok. C'est ce qui fait que les gens ont le droit de vendre sur Vinted, sur eBay, sur Exactement. ce qu'ils veulent, quoi. Donc une fois que Nike a bien choisi la manière dont elle veut distribuer ses produits, si les produits sont revendus derrière, légalement, elle a pas son mot à dire. Même si le produit est neuf. Même si le produit est neuf. Ok. Il y a pas de notion d'usage. Ok. Bon, bah, ça, du coup, c'est la première réponse légale. Exactement. Au moins, comme ça, au moins, c'est clair, mais bon, ça, on s'y attendait. Et du coup, est-ce que quand même vous parlez avec ces gens-là? Donc, historiquement, on parlait très peu avec les marques. La réalité, on n'en a pas du tout parlé depuis le début, c'est que on est rentré sur le marché des sneakers global par la petite porte avec les éditions limitées. Ça nous a permis d'avoir une offre unique, d'avoir un positionnement premium, de construire une communauté extrêmement large. Mais ça a aussi créé quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé en 2018, mais qu'on a commencé à voir venir assez rapidement. C'est que les gens viennent chez nous pour se faire plaisir sur de la sneakers de manière générale. C'est plus je veux une paire limitée. C'est je veux trouver une paire cool, à la mode, que je trouve pas forcément ailleurs. Et donc en fait, depuis 2 ans, on est en train d'élargir l'offre à plus simplement des produits limités, mais à tous les produits qui sont à la mode, demandés, recherchés, et que tu peux éventuellement aussi trouver en retail. Alors le but, c'est pas de te mettre de la Stan Smith en homepage, hein. Mais tu vois, s'il y a une Air Force One dans un coloris un peu sympa, qui est pas limité, mais qui est juste une belle paire, une silhouette cool, tu vas la retrouver sur We The New. Et ça, on le fait sur les sneakers, mais aussi sur d'autres produits, sur de la chaussure de manière un peu plus large. Hug étant un exemple. Hug, ils ont des Hug limités, qui se revendent super cher, genre 300 balles, 350 balles. Ça cartonne sur le site. Mais t'as des Hug aussi pas limités que tout le monde achète parce que c'est bon, ça revient un peu à la mode, quoi. Crocs, c'est pareil. Tu vois, ils ont la collab un peu cool, etc., etc. Et donc, le fait d'élargir l'offre à plus simplement du limité fait qu'on a commencé à avoir des relations avec les marques. Et donc, elle leur a acheté des paires? Et là, on commence depuis cette année à travailler en direct avec les marques, à leur acheter des produits directement. Okay. Là, on se rapproche d'un modèle plus retail, okay, où on distribue au prix retail. Wholesale, ouais, plutôt. Voilà, wholesale, comme un autre distributeur. Et la vision, en fait, qu'on a pour We The New, c'est si tu prends un peu de hauteur sur le marché, c'est, on va revenir à notre Farfetch, tu vois, qui est la marketplace luxe par excellence, mais qui cartonne. À l'extrême opposé, t'as Zalando, qui est le player mass market, sur lequel on a quasiment tous acheté une fois. Et au milieu, en fait, t'as un marché qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros, où t'as de la place pour un player comme We The New, qui est capable d'allier une dimension urbaine mais premium, parce qu'on vend des produits limités, mais qui en réalité a aussi un peu de long tail sur des sneakers, sur du streetwear, sur des accessoires. Et donc de la même manière que tu peux te trouver ta Air Force One Supreme sur We The New. Voilà, magnifique. Je pense que j'ai jamais dit autant Air Force One Supreme en 1h30. Hein. Ouais, carrément. On va se mettre aussi à vendre des marques de streetwear un peu plus traditionnelles. Je sais pas, tu peux imaginer un Carhartt, tu peux imaginer un Dickies, tu peux imaginer un CP Company, etc., etc. Et pareil, sur la partie chaussures, on va essayer d'aller chercher un peu plus de profondeur pour que les gens puissent trouver, en gros, à peu près tout ce qu'ils ont dans leur dressing, dans l'univers streetwear, urbain, premium. Moi, j'adorerais à un moment qu'on distribue des marques comme APC, comme Acne, comme, tu vois, toutes ces marques-là. Et encore une fois, pas que sur la partie shoes.
Non, pas que sur la partie chose. Parce que, en fait, ce que j'allais te demander, c'est que là, que l'une de vos grosses pistes, Ouais. de développement, c'est évidemment d'aller vendre d'autres Ouais. vêtements, d'autres accessoires. Parce que par exemple, quelqu'un qui adore les sneakers, par exemple, c'est quelqu'un qui adore les casquettes. Demain, C'est exactement ça. on pourrait vendre des casquettes, mais du coup, parce qu'en fait, aujourd'hui, pour les gens, With The New, en fait, c'est un revendeur de produits cool, en fait. Ouais. En fait, peut-être vous en fichez, en fait, vous reniez pas votre ADN de départ, mais en fait, il peut évoluer, ça se trouve, dans 10 ans, cet ADN-là, ça représentera que 10% du chiffre, parce que vous serez un énorme revendeur, une énorme marketplace, Ouais. ça peut être les deux, Ouais, bien sûr. de tout ce qui peut correspondre à la mode urbaine, en fait, quoi. Exactement. C'est ça votre vision, du coup. Alors, j'ajouterais une petite nuance. Ouais. Je pense qu'on veut garder l'image de marque et le positionnement historique. Ça, c'est super important. Ouais. Parce que le positionnement historique est plutôt premium. Truc tout simple, mais tu vois, le panier moyen sur With The New, c'est 4 fois celui de Zalando. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc on n'est pas du tout au même endroit en termes de consommateurs. Et dans le contenu qu'on crée, on essaye vraiment de construire le plus beau contenu autour des produits qu'on vend. Et ça sert l'image de marque, ça sert le positionnement, et ça, c'est hyper important. Donc, même si on va chercher de la profondeur sur les sneakers, sur du streetwear, sur des accessoires, tu vois, on bosse avec New Era, hein, par exemple, marque de casquettes, pour ceux qui ne connaissent pas. Ouais. On veut essayer de garder un positionnement plutôt premium, mais on veut aussi faire comprendre aux gens qui peuvent se faire plaisir sur des produits beaucoup plus abordables sur With The New et de s'acheter un full look en fait. Je peux avoir une casquette New Era sur With The New. Exactement, ouais. Écoute, je pense que je vais y aller. J'ai perdu la semaine dernière ma casquette New York New Era que j'avais achetée à New York. À New York. Il y a magnifique. 12 ans, que j'ai gardé pendant 12 ans, qui a fait road trip en Amérique latine. Je me suis jamais fait Ah tirer. merde. Et je me la fais tirer au paddle la Non. semaine dernière dans un vestiaire. Je suis dégoûté, quoi. Écœuré. Ça doit être quelqu'un, il devait aimer les casquettes bien usées. Ouais, parce qu'en plus, il y avait même plus voyagé. l'hologramme et tout. Il y avait plus rien. Je devais avoir mon odeur parce que ça fait 15 piges que je la mets, quoi. Bref, j'étais dégoûté. Mais donc, du Ouais, coup, c'est je peux chouette. en racheter une sur With The New. Exactement. Tu peux t'acheter tes casquettes sur With The New. Eh ben, vas-y. C'est ce que je ferai, quoi. Donc voilà. Ok, et je regarde juste quand même ma montre. Il est 35. C'est très bien. Toi, tu dois bouger C'est dans... bon, c'est bon, on a encore un peu de temps. 15 minutes. Ouais, très bien. Bah écoute, merveilleux. Du coup, là, du coup, on va essayer de quand même de faire un peu la dernière étape du podcast. Peut-être de parler du coup de ces 2 dernières années. Parce on était à la deuxième levée, donc Ouais. post-Covid, là, qui vous permet, comme tu le disais, de senioriser les people, d'aller à fond, d'avoir un gros virage tech pour, on va dire, automatiser un maximum d'étapes. C'était déjà internalisé, mais vous professionnalisez de malade la partie logistique. Donc ça, c'est à ça que sert cette et vous Ouais. partez à l'international. Ouais, Donc exactement. en fait, grosso modo, c'est pour ça que vous avez une enveloppe de 10 millions, c'est parce Ouais. qu'il y avait quand même beaucoup de choses Exactement. à faire. Et vous avez relevé cette année, donc Ouais. du coup 2 ans, un 2 an et ans demi après, plus ouais. tard, 2 ans après. ouais. Ah oui, on est en 2023. Donc 2 ans plus tard. Et là, ça va être quoi? C'était combien cette levée? C'était avec qui? Et c'est pourquoi, grosso modo? Yes. Donc on a levé 20 millions là début 2023. 3 fonds d'investissement. Donc Singular qui est le fonds historique, fonds français. Qui remet, qui reste? Qui remet massivement. Et on a 2 nouveaux fonds. Un qui a l'idée le tour, qui s'appelle C4 Venture, Ok. qui est un fonds de venture français qui a été monté par un personnage assez intéressant qui est l'ancien directeur Europe et il me semble une partie du Middle East pour Apple. Ok. Donc il a fait 2000-2012, donc les belles années d'Apple. Donc il connaît le consumer. Connaît bien le consumer. Donc il a fait ça pendant 12 ans, il a monté un fonds d'investissement derrière. Donc eux ont investi. Et ensuite on a un fonds qui est basé à Dubaï, qui appartient en fait à un groupe, qui est le groupe Shaloub. C'est le premier groupe de retail et de distribution au Middle East. Ok. Et le Middle East fonctionne un petit peu, alors je suis pas du tout un expert, mais un petit peu comme en Asie où il faut avoir un sponsor local. Et donc en fait, eux sont le sponsor local pour énormément de marques européennes, Ok. parce qu'il y a pas mal de Français en fait dans le groupe. Il me semble que les fondateurs sont en partie français. Et donc ils ont, tu vois, je crois la majorité des marques LVMH, elles sont distribuées au Middle East Grâce par à Shaloub. Et au sein du groupe, ils ont tout un organe d'investissement, de M&A, etc. Et donc voilà, ça c'est 3 fonds qui ont investi. Donc on a levé à peu près 20 millions d'euros. Et La Valois, elle est publique ou vous le dites non, pas? on n'a pas communiqué dessus. Ça, vous le communiquez pas, ok. Elle est meilleure que celle du tour d'avant. J'espère. Bien meilleure. Pas autant qu'on aurait aimé, comme toutes les boîtes qui lèvent de l'argent en ce moment. Et ça, c'est la réalité d'une boîte. Enfin, c'est
arrêter la vie, quoi. Mais c'est déjà encore une fois, une belle prouesse, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas non plus 1 million de belles boîtes consumer qui lèvent en ce moment. C'est vrai qu'il y avait eu Asphalt récemment. Là, il y a Kabaya qui a fait une très belle opération. Il y a vous. Je cherche s'il y en a d'autres, mais voilà. Non, boîte consumer, tour de quelques dizaines de millions d'euros. Il n'y en a pas eu beaucoup, en 2023. Par contre, je dis consumer depuis tout à l'heure. Consumer, c'est B2C. C'est-à-dire quand on vend des produits ou des services aux particuliers, quoi. Donc voilà, c'est 3 fonds qui sont rentrés, et je te dirais, 3 gros sujets. Le premier qui est le plus important et sur lequel on va vraiment se concentrer, c'est l'élargissement de l'offre. C'est ce dont je te parlais juste avant. Ouais. On veut vraiment passer du site de sneakers limité à la plateforme sur laquelle tu te fais plaisir, sur des sneakers, du streetwear, des accessoires qui sont certes limités, mais à la mode, demandés, recherchés. Là, on commence à les travailler en direct avec les marques. Et on veut vraiment faire grandir le catalogue. Donc ça, c'est le premier très très gros chantier. Le deuxième, c'est l'international, qu'on doit arbitrer avec des notions de rentabilité. Parce que tu vois, grandir à l'inter coûte de l'argent. Mais donc l'idée, c'est de faire, on a déjà fait grandir, mais c'est de grandir cette part du chiffre d'affaires à l'international pour être vraiment pas seulement le leader français, mais véritablement le leader européen. Et ce qu'on a continué de faire massivement, en fait, depuis début 2023, c'est de continuer d'investir massivement dans les people et dans la tech. Parce que la réalité, c'est ce qui nous permet, en fait, tout en grandissant, de proposer une expérience qui est extrêmement qualitative pour les clients, les vendeurs, qui sont aujourd'hui des centaines de milliers de personnes chaque année avec lesquelles on bosse, quoi. Ouais. Donc il faut investir là-dedans pour constamment s'améliorer, se différencier, être un acteur un peu singulier qui sort du lot sur ce marché. Et donc c'est ce qu'on fait là depuis le début de l'année 2023. Au niveau des équipes, c'est full Paris. Vous avez plusieurs bureaux. Non, c'est qu'à Paris, mais aujourd'hui on commence à être, je vais pas du tout dire éclaté, mais quand je fais quand je regarde où est-ce qu'il y a des gens qui bossent pour We The New, t'as le bureau qui est, tu vois, dans le centre de Paris. T'as le gros entrepôt qui est en région parisienne. Dans le Marais, on a un point de dépôt pour tous les vendeurs. Donc toi, t'es un vendeur, tu nous vends ta paire de Air Force One Supreme. Ouais, je pense que vu son état, Vu vous l'état, allez pas en vouloir là. Hein. Donc une belle paire de New Balance qui est limitée. Plutôt que nous l'envoyer par la poste, tu peux venir nous la déposer directement dans le point de dépôt du Marais. C'est comme un click and collect, mais pour les vendeurs. Et ensuite, on a les 3 corners. Donc tu vois, on a quand même 5 petits emplacements We The New. Donc voilà, mais pas de bureau à l'étranger pour l'instant. Il y a quand même la volonté d'essayer de garder la culture assez uniforme. Le marché US, c'est une volonté, c'est un fantasme, c'est une vision, ou c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est pas pour tout de suite parce que déjà t'as des très gros acteurs. Tu vois, les StockX et les GOAT, c'est quelques milliards de chiffre d'affaires. Ouais. Et c'est plusieurs centaines de millions d'euros levés. Ok. Donc c'est très bien de faire 100 millions et d'avoir levé 30 millions d'euros depuis. Et du coup, 2018. vous n'avez pas les moyens de vous battre contre, quoi. Ou du moins c'est risqué, quoi. L'acquisition vous coûterait beaucoup Exactement. trop cher, peut-être. Et en plus de ça, ils sont très 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 sneakers aux US. Ils sont très culture urbaine de manière générale, quoi. Ils sont beaucoup plus basket que nous, par exemple. Et donc en plus des gros sites, t'as un espèce de petit maillage territorial avec dans chaque ville les quelques magasins de sneakers qui sont là pour les mecs du coin, quoi. Ouais. Donc t'as envie de te pointer, tu peux sortir n'importe quelle ville aux US. Je peux te dire qu'il y a, selon la taille, entre 2 et 10 magasins. Et en plus de ça, t'as les gros acteurs qui sont déjà présents là-bas. Sur le web, là, t'entends. Donc c'est plutôt l'Europe, first, parce qu'il y a beaucoup à faire en Europe. Ouais. On regarde le Middle East, qu'on devrait lancer probablement l'année prochaine. Parce qu'on a un fonds qui est basé là-bas, donc ça facilite un peu la connexion pour aller se... Le Middle East, un tout le Moyen-Orient. Exactement. On a regardé tout ce qui est Afrique du Nord, parce qu'il y a des pays où ça marche très très bien, le Maroc par exemple. C'est compliqué avec la douane, etc. Donc je sais pas si on va y aller, mais gros focus sur l'Europe et un peu le Moyen-Orient aussi. C'est les marchés sur lesquels on pense que tu as une boîte qui peut faire des centaines de millions, voire 1 milliard de volume d'affaires. Donc on se concentre là-dessus. Peut-être qu'un jour il y aura l'Asie ou les US, mais pas prioritaire. C'est quoi là le prochain milestone? Tu parlais tout à l'heure de la petite feuille, petit post-it qui était scotché par David dans vos premiers bureaux ou même dans son salon. Là, il y a marqué quoi sur ce post-it là? Écoute, sur ce post-it, je pense que on est passé d'un objectif de gros chiffre d'affaires à objectif de rentabilité. Ok. Donc ça, je pense que c'est un des gros enjeux pour nous. On est là, vous êtes sur un trend c'est rentabilité à quel horizon? On espère d'être rentable l'année prochaine. Ok, donc c'est quand même à court terme. Ouais, voilà. Mais il faut le faire, quoi. Ouais, c'est facile de se l'écrire, mais il faut le faire. Mais donc ça, c'est l'objectif, tu vois, un des gros objectifs. Le deuxième, je pense, c'est, comme la boîte Grody, on arrive sur des sujets qui sont un peu plus, tu vois, spécifiques, hein, mais c'est avoir vraiment une bonne offre produit. On n'en a pas du tout parlé, mais les sneakers limités avaient une hype pas possible de 2018 à 2021, 2022. À partir de 2022, il y a eu un petit essoufflement.
Les marques se sont fait faire même plus de quantité sur les silhouettes dont je te parlais, qui sont à la croisée des chemins entre ils sont limités, mais si je cherche bien, j'arrive à les trouver en magasin. Donc nous, on a un sujet de faire d'élargir l'offre produit, pour vraiment être cohérent par rapport au marché. Et sur cette offre produit, d'avoir une super compétitivité prix. Ok. Donc ça, tu vois, ça c'est le deuxième gros milestone, c'est bonne offre produit, bon prix. C'est con, mais c'est la base en fait. Ouais, bien sûr. Et le troisième, c'est un peu dans la dynamique. Y en a, je t'en dirai 4. Enfin, ça fait beaucoup 4, mais on va quand même dans des 4. Le troisième, c'est on veut toujours gagner en efficacité. Tu vois, ça c'est super important. C'est comment on construit l'organisation la plus scalable possible, quoi. Parce que si demain ça repart un peu vite et qu'on doit passer de 100 à 200 millions, c'est pas du tout pareil de passer de 100 à 200 millions que de passer de 10 à 20 millions ou de 1 à 2 millions. Tu vois, il y a une année, tu fais 100 millions, tu traitais 300 000 produits à peu près. L'année suivante, il faut en traiter 600 000, quoi. Ouais, c'est pas la même guerre. Comment t'achètes 2 fois plus, comment tu traites logistiquement 2 fois plus, comment tes services, techniques, ils gèrent 2 fois plus de flux partout. Il faut penser l'organisation pour que si demain, ça repart de manière aussi forte que ça a été le cas, même si là, on est plutôt en train de rationaliser, faut que ça marche. Là, vous êtes flat en croissance, mais du coup, vous êtes focus renta, là. Ouais, on est, dans une, plus ou moins dans la même fourchette en termes de croissance, et c'est vraiment focus renta. Et en plus de ça, faut qu'on apprenne on a grandi très très vite. Faut qu'on apprenne à être efficace à 120, tu vois. Avant, c'était, ça grandissait. Là, c'est plutôt une année, ok. On pose un petit peu, tu vois, les millions d'euros qu'on dépensait en marketing. On se concentre sur notre offre, sur nos prix, pour être vraiment pertinent sur le marché. Et en interne, on devient meilleur. Donc, on continue aussi de senioriser un peu les équipes, tu vois. CFO qui vient d'arriver, gros poste sur la partie sourcing, achat des produits, seniorise aussi un petit peu la partie RH. Donc, on a fait la moitié série A, on fait l'autre moitié série B. Ok. Et le dernier truc, parce qu'encore c'est la base, mais c'est hyper important, c'est comment on arrive à faire évoluer l'expérience que les gens ont avec We The New dans cet écosystème, tu vois. On fait de la brand depuis 5 ans. C'est bien d'avoir, tu vois, une petite tape derrière la tête, de se dire, peut-être qu'on fait un peu la même chose depuis 5 ans, comment on peut faire un peu mieux, comment on peut faire un peu différent, comment on est sûr que les gens, ils se lassent pas. Parce que quand tu leur as parlé de basket pendant 5 ans, il y a un moment, ils vont te dire, parle-moi d'autre chose, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'est quoi vos pistes là pour 2024? Donc, on a lancé, ça fait 2 ans qu'on a notre propre média, qui s'appelle Le Blueprint, sur lequel on parle de, tu vois. Ça s'appelle comment, pardon? Le Blueprint. Le Blueprint, ok. Où on parle de sujets qui, tu vois, sont dans l'univers de manière générale. Et donc, par exemple, là, on réfléchit à comment on peut, ça vit beaucoup sur le site, en tant que pur média. On se dit et ça vit aussi, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Et vous le distribuez comment, ce média? C'est quoi? C'est une chaîne YouTube? C'est une newsletter? Sur le site, essentiellement. Sur le site, t'as plein d'articles avec le Blueprint. Plutôt blog, quoi. Exactement. Et ensuite, tu l'as sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Et pas de chaîne YouTube, par exemple? Non. Alors, on a une petite chaîne YouTube où on fait quelques contenus, mais en tout cas, peu sur le Blueprint. Et ça, c'est pour quelle raison? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo est en train de prendre une telle place dans la communication que... Je dirais un peu de bande passante. Ouais. C'est plutôt bande passante. C'est où est-ce qu'on a les ressources et comment on peut faire. Faut le déléguer, ça. Ouais, c'est vrai qu'il faut le déléguer. Bon, bah, on en reparlera. Et t'as aussi l'expérience client. Tu vois, c'est de te dire, historiquement, on a une très bonne expérience client, mais on aimerait idéalement toujours que ce soit un cran au-dessus de ce qui se fait sur le marché. Et c'est fondamental parce que c'est ce qui fait que les gens reviennent chez toi quand t'as des clients. Et si on parle de rentabilité, de grossir ta boîte, le repeat client, c'est super important. Ouais. L'offre, c'est ce qui fait que les gens viennent chez toi et qu'ils reviennent chez toi parce que ils ont les produits qu'ils trouvent pas forcément ailleurs, ou plutôt que pas les trouver chez toi, qu'ils trouvent ailleurs, ils les trouvent chez toi. Et donc, tu vois, c'est un peu tout ça qu'on essaye de faire. Donc voilà, il y a 4 gros trucs écrits sur la feuille, si je dois faire simple. Tu vois, la rentabilité, l'offre produit, continuer d'être bien processé et l'expérience au sens large avec We The New. Ça, c'est vraiment les 4 gros trucs qu'on va bosser sur l'année qui vient. On visualise bien, du coup, ces 4 feuilles, scotchées un peu à l'arrache sur on un mur. On n'a pas scotché. Elles sont sur un Notion, probablement, mais ils sont pas scotchés. Bien sûr, ok. Bah, il faudrait les scotcher. On pourrait mettre, tu vois, boîte rentable avec un supérieur à 0, ce serait très bien. Ouais, du coup, j'avais une dernière question, parce que ça, quand je vous avais cherché sur LinkedIn, même si du coup on était déjà connectés, je suis l'aventure depuis un petit moment. Je crois que sur vos avec ton associé David, il y a marqué co-CEO. Ouais. Ça, c'est vrai que ça arrive, mais c'est quand même pas non plus. C'est un peu anodin. Enfin, c'est pas si anodin que ça, pardon. C'est quoi en fait? C'est quoi? Vous relayez en tant que CEO? Comment ça se passe? Enfin, un jour chacun, comme ça c'est pas trop sport. J'adorerais. Non, plus sérieusement, ce qui est marrant avec David, c'est que on a globalement le même parcours, tu vois, scolaire, prépa, école de commerce, même si lui était bien meilleur que moi en cours. Ouais, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux que Audencia. C'est que c'est mieux qu'Audencia, mais c'est largement mieux qu'Audencia, quoi. Bien mieux. Moi, j'ai 10 partout et j'avais 19 en maths. C'est pour ça que je fais les sujets business aujourd'hui. Mais malgré le fait qu'on ait des parcours scolaires extrêmement similaires, on a 2 chances. La première, c'est d'être très aligné sur
je te dirais, les grandes valeurs de la vie, et qui en fait sont quasiment les mêmes dans une entreprise. Sur les trucs vraiment importants, on est d'accord 9,5 fois sur 10. Ok. Plein de trucs au quotidien qui sont des petites choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais sur les trucs qui ont vraiment de l'importance, tu vois, sur des valeurs, sur des Vous êtes cultures aligné. de boîte, etc., on est aligné. Et la deuxième chance qu'on a, c'est que malgré des parcours très similaires, on aime faire des choses très différentes. Tu vois, Dave, tu lui dis, fais un peu de finance et va convaincre les marques de bosser avec nous. Il dit, franchement, si je peux faire autre chose, je suis très heureux. Et moi, tu me dis ça, je te dis, je suis super heureux de faire ça. Toi, tu kiffes. Exactement. Le contrôle de gestion, Ouais, préparer un moi, deck, un BP. j'ai envie de ça, passer tu ma kiffes. vie sur Excel, mais la partie business, finance, c'est un truc que j'adore. Et donc, Ouais. c'est ce dont je m'occupe. Et la partie RH humaine, c'est quelque chose que j'adore et dont je m'occupe. Et lui, Dave, s'occupe beaucoup plus de la partie brand. Tu vois, si on doit la brand qu'on a aujourd'hui, c'est évidemment à Louise, mais c'est aussi beaucoup à David qui a voulu qu'on mette un focus fort dessus depuis le début. Et il a aussi une affinité un peu plus produit au sens tech, donc il bosse aussi très étroitement avec notre CTO. Et donc c'est un peu comme ça en fait qu'on a chacun nos, c'est pas nos chasses gardées parce que chacun est libre de venir voir l'autre et dire écoute, ça moi je le ferai pas trop comme ça, voilà ce que je pense, mais tu décides, c'est toi qui es in charge. Et ça nous permet, je pense, de faire un peu moins d'erreurs parce qu'on se sent à l'aise sur le fait de se challenger l'un et l'autre. Et ça nous permet aussi de nous dire, on a chacun un peu, tu vois, nos sujets de prédilection et on avance dessus. On sait que l'autre doit être informé, mais on sait que chacun a le dernier mot sur les sujets qu'il gère. Et donc c'est comme ça qu'on s'équilibre aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt bien. Et je Vous pense avez que- vous avez une routine ensemble et après la deuxième question dans la question c'est en termes de management du coup vous managez des personnes différentes en direct. Je te dirais qu'on a une ou deux personnes où c'est vraiment chacun ses personnes, quoi, tu vois. Une ou deux personnes où c'est vraiment que David ou que moi. Mais aujourd'hui, tu vois, on a un COMEX avec 7-8 personnes. Sur les 7-8, on est ensemble toujours dans les weekly qu'on a avec ces personnes-là. Ouais. Et on sait que parfois c'est un peu plus l'un que l'autre qui parle, quoi. Tu vois, Toi, quand quand Dave- vous allez faire le one-to-one, je vous dis une bêtise avec le CFO, Ouais. c'est que l'un d'entre vous, ça va être les Ouais, deux. tu vois, CFO, par exemple, c'est un des rares où il vient pas au meeting. Parce Là, qu'en c'est vrai, que on toi. fait que de la finance, c'est moi. Mais par exemple, quand on va voir le CTO, bon, bah, quand on discute sur des sujets, Là, je te parle de la routine hebdo. ouais, exactement. Tu vois, le one-to-one, CTO, quand on va le voir et que ça se met à parler produits, bon, bah, les deux qui sont un peu experts, ils s'appellent tous les deux David. Donc, c'est Dave, qui s'appelle Dave comme ça, et David, qui parlent. Et quand il faut un avis un peu business sur qu'est-ce qu'on priorise, bon, bah, je lève la main, je dis voilà, je Et pense ça, que que ça toi, ce tu serait bien, participes etc. toutes les semaines à ça. Ouais, quoi. exactement. Et Ok. lui, et moi, on a un weekly toutes les semaines d'une heure. Et Ensemble, toutes les- ouais. et toutes les deux, et une semaine sur deux, ça dure 2 heures. Ok. Euh, C'est quoi, parce que ça, tu vois, c'est et on toujours bosse l'un en face de l'autre. c'est donc toujours on hyper parle. intéressant. Je suppose que vous avez un ordre du jour Ouais, qui exactement. est souvent quand même. Vous suivez une sorte de playbook ou une sorte. Vous avez vos étapes pendant ce weekly ou alors c'est juste vous papotez business pendant une heure. En général, il y a un peu d'informel au début. Ouais. Parce qu'en fait, la semaine, on court toujours un petit peu tout le temps. Et parfois, on a le temps de déj. C'est parfois, votre on a moment le à temps de vous. Vous déj. pouvez vous parler quoi. Tu vois, c'est le moment où on se parle un peu, on prend la température, ça va, tout se passe bien. T'as kiffé ton week-end aussi, tu vois. C'est juste ça, quoi. Ah mais carrément. hein. Oui, simple que ça. Je commence tous mes one-to-one avec tout le monde. C'est déjà comment tu vas. Est-ce que Ouais. tout va bien quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et ensuite, le long de la semaine qui précède, on a noté au fur et à mesure les sujets dont on veut parler. C'est ça. C'est-à-dire que les feedbacks, vous les faites pendant ce moment privilégié et pas SMS, WhatsApp, Slack à chaud quoi. Ouais, non. C'est plutôt un moment où en fait, c'est des sujets qu'on peut pas traiter en 2 secondes sur Slack. Où on veut discuter, on veut un avis. Ouais. Ça peut être des sujets plus touchy, ça peut être des sujets qui sont plutôt attends, faut que je te fasse un update. J'avais la flemme de t'écrire 3 paragraphes sur Slack, donc on prend 2 Ça minutes c'est maintenant. Je te le dis. un super bon conseil en fait à dire aux gens quand vous avez quelque chose à dire à votre associé ou à l'un de vos collaborateurs. Bah, en vrai, si ça peut attendre 3-4 jours enfin, les gens peuvent dire weekly, one-to-one, point, enfin, ça dépend la sémantique que vous utilisez. Notez-le. Alors moi, par exemple, c'est dans Notion, Ouais. avec X, avec Y, avec Z. Hop, je note le point. Tiens, ça, je devrais te faire ce feedback-là sur tel sujet. Et voilà, pendant cette demi-heure ou cette heure que vous passez ensemble, vous venez sur votre Notion et dites, tiens, je me suis noté tout ça pendant la semaine. Toi, qu'est-ce que tu t'es noté également? Et là, tu déroules les feedbacks, quoi. Ouais, exactement. Bah, c'est ce qu'on fait avec Dave, mais c'est ce qu'on fait aussi avec, tu vois, tous les C-level ou head off qu'on a en direct avec lesquels on fait des weekly, quoi. On a Ok. ces petites pages Notion où chacun met ses sujets et ça nous permet de, parfois, que ça dure en général 1 heure, mais parfois ça dure une demi-heure, parfois ça peut durer Ouais. un peu plus longtemps. Mais c'est comme ça qu'on s'organise et honnêtement, ça marche plutôt bien. Ouais. Vous faites partie de clubs ou de communautés avec Dave, du coup. Je sais pas, vous avez genre, je sais pas, des clubs ou des communautés des NVB ou de CEO à Paris. Enfin, je sais pas, vous participez à des trucs comme ça? Pas énormément, parce que historiquement, on a plutôt une approche de, quand on a commencé, moi j'ai plein de potes qui sont entrepreneurs, donc oui, j'ai mon petit groupe WhatsApp avec, tu vois, une quinzaine de copains où on a des boîtes, mais c'est pas très formel, qu'on se voit pour un petit déj une fois de temps en temps. Quand eux ont monté les startups et ont fait les incubateurs et les accélérateurs et tel truc et tel machin, nous on était
faut qu'on achète un produit, qu'on le vende et qu'on gagne de l'argent. C'était un peu ça, on était un peu obnubilés par ça, avec un super service, l'expérience, etc. Donc on n'a jamais été très, pas du tout pas, on adore l'écosystème, mais on n'a jamais été, ok, il faut qu'on soit dans le club et dans ce truc et dans ce machin. Donc, tu vois, moi j'ai un groupe WhatsApp avec une quinzaine de copains, j'avais un groupe avec quelques BA parce que c'est cool de regarder des dossiers. Un groupe avec d'autres DNVB par exemple. Non, moi, vous avez pas ça. mais je te dirais que j'ai 2-3 groupes. Tu vois, j'ai un groupe avec 2-3 e-commerçants, tu vois, pour dire ok, ce mois-ci il est bien, il est pas bien, qui est pas super actif. Je me suis mis dans un truc un peu drôle qui s'appelle les Sabliers, mais qui est très bien. C'est quoi ça? C'est un club où il y a un peu d'entrepreneurs, beaucoup de gens avec des très gros postes dans des grosses boîtes. Tu vois, je sais pas, les mecs, des gros postes, les mecs qui sont directeurs généraux de chez Cdiscount, bah, ils sont dans ce truc-là. Et les entrepreneurs, il y a peu de start-up, il y a un peu de PME, mais il y a un peu de start-up aussi. Mais c'est bien, parce qu'il y a des gens vraiment capés, c'est super cool. Le mec qui... Vous faites quoi? Vous faites des dîners? Ouais, c'est un dîner. Moi, je voyais 3 fois par an. Hein. Est-ce que c'est un dîner par mois? Tous les 2 mois, je crois. Ok. Avec un intervenant. Donc ça, c'est bien. Mais on n'est pas dans French Tech ou autre. Même si je pense que ça pourrait être bien. Ouais. Mais on n'a jamais fait un concours de start-up, quoi, pour gagner 5000 balles. J'avoue que moi, j'en ai jamais fait de ma vie non plus, ouais. Donc voilà, c'est probablement très très bien, mais c'est vrai qu'on a toujours été un peu plus focus sur la boîte. Donc voilà, mais j'ai pas le groupe à te recommander. Non. Non, tu vois, je me posais la question, tu vois, si entre T'es par dans les exemple trucs, entre grosses DNVB. Alors moi, non, moi, je suis pas dans des groupes, j'en ai créé un qui Ok. s'appelle le Poney Club. Ok, Tu vois, qui est que à Bordeaux. Ouais. Et c'est un groupe où on est bientôt 300 entrepreneurs dedans. trop bien. J'organise un dîner tous les mois. Il y a un groupe WhatsApp où c'est pas tant le bordel que ça, mais au moins les gens, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, tu lances la canne à pêche, t'as tout de suite 4-5 personnes qui viennent t'aider. C'est bien ça. Les gens font du business entre eux, les gens font peut-être d'autres choses entre eux. On joue au paddle ensemble, on fait des golfs, on fait des... Enfin, tu vois, j'essaie de fédérer, on va dire, une communauté, un club, pour que les gens puissent en fait s'entourer, quoi, grosso modo. Et en Ouais, fait, bien c'est très entertainment, quoi, le truc. Mais en fait, comme c'est entertainment et que c'est cool et que c'est informel, et bah du coup ça devient très business et il y a beaucoup d'opportunités qui se créent dans c'est ce chouette, club, ça. quoi. Non, c'est bien. Donc c'est pour ça que je demande en général ce que les gens font, notamment sur Paris. Ouais. Non, il y a 2-3 trucs, mais c'est vrai que nous on a un business consumer, Ouais, donc j'ai moins le truc business B2B, quoi. ouais, Et quand je vais ça s'appelle Les Sabliers, là, le club où je vais de temps en temps, j'y vais plutôt en me disant, tiens, je vais rencontrer des gens qui sont passés par des étapes qui nous attendent. Et donc, c'est intéressant d'avoir un peu leur avis ou de pouvoir leur envoyer un WhatsApp de temps en temps. Je le vois plus avec une démarche entrepreneuriale que je vais leur rendre des paires de baskets. ouais, clairement. Moi, c'est ce que je leur dis, hein, de toute façon, Mais les je mecs pourrais qui- arriver en me disant, tu sais quoi. Mais c'est marrant parce qu'en fait, ce qui est drôle là-bas, c'est le public a plutôt la quarantaine, quoi. Les gens, ils nous connaissent c'est leurs gosses qui nous connaissent, en fait. Ok. Donc, je dis, ouais, je fais, oui, ils me disent, ouais, vous me coûtez de l'oseille. Chez les gosses qui viennent acheter. Ou qui aimeraient qu'on achète une paire de baskets. Donc non, c'est cool aussi. Ok, écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là sur les en fait là non, c'est plutôt une question et ça sera la dernière. C'est quoi toi ta vision, alors peut-être votre vision avec Dave si vous avez la même pour With The New, est-ce que genre c'est une boîte que tu veux garder toute ta vie ou est-ce que tu as encore une vision à 5 ans ou peut-être à 10 ans? C'est quoi un peu la volonté, c'est quoi un peu la vision là-dessus? Bon, déjà, à partir du moment où tu fais rentrer des investisseurs, tu leur dois une sortie à plus ou moins moyen terme. C'est la réalité d'un marché. Ensuite, le plus important, c'est que on est passionné en fait par l'univers dans lequel on évolue. Et ça nous plaît énormément avec David. Donc, il n'y a aucune volonté à court terme de dire tiens, il nous faut une porte de sortie. La deuxième, c'est que tant qu'on se voit bien construire les étapes d'après et qu'on prend du plaisir à le faire, qui est très important quand même, il n'y a pas non plus de raison de vouloir chercher une porte de sortie. Donc, tu vois, intuitivement, il y a encore 5 ans devant nous, quoi. La boîte, elle a 5 ans, il y a encore 5 ans. C'est vrai que 5 ans, c'est court, hein. Tu peux avoir des aventures qui durent 10 ans, c'est ok. Ouais, quoi. exactement. Donc, tu vois, on vous voit avez les prochaines 30 piges, années, évidemment, sans aucun problème. Et surtout, on voit plein de manières de développer With The New encore, en France, en Europe, sur la typologie de produits, sur la manière d'améliorer la boîte en interne. Enfin bref, on a encore 1000 choses à faire. Le jour où on aura fait tout ça et que ça fera une dizaine d'années, qu'on verra un petit peu moins les étapes d'après, ou juste que, on sera passé à un peu autre chose que de la sneakers, même si je pense pas que moi ça passera, tu vois. C'est très perso, ma passion pour les sneakers. Et David non plus. Peut-être qu'on regardera autre chose. Et il y a une partie de moi qui me dit, tiens, avoir 2 ou 3 aventures entrepreneuriales dans une vie, ça peut être chouette aussi. Donc voilà, peut-être qu'il n'y en aura qu'une, j'en sais rien. Mais voilà, faire ça en tout cas à minima 5 ans, il n'y a aucun problème, quoi. C'est plutôt beaucoup de plaisir. Ce que tu apprends en fait en 50 boîtes, c'est incroyable. Donc j'ose imaginer que ça va être autant dans les années qui viennent. Les gens que tu rencontres, les choses que tu as à faire, ce podcast, enfin bref, il y a 1 milliard de choses qui sont vraiment chouettes.
et t'apprends très très vite. Tu bosses sur les transverses dans un univers que t'adores. Bon, j'ai pas de raison de vouloir le quitter pour soit me mettre à mon compte, soit prendre un job, ou soit recommencer depuis zéro, ou chercher une boîte à reprendre, quoi. On est clair là-dessus. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai passé un super moment. C'était vraiment c'était cool. Très bonne discussion. Parler entrepreneuriat, parler basket, parler NBA, parler Michael Jordan, parler de tous ces sujets qui nous passionnent depuis qu'on est en primaire. J'ai envie de te dire, moi au-dessus de mon lit, il y avait Zidane, mais il y avait également Michael Jordan avec ses baskets. Ça a toujours été ma première paire de pompes de marque, c'était des Nike. Donc tu vois, j'ai toujours été très proche de tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit toi ou David qui viennent. En plus, franchement, si on est hyper honnête, je crois que je vous ai envoyé le même message à tous les deux. C'est toi qui m'as répondu en premier. J'ai fait, bah vas-y, let's go, Michael. Et très content en tout cas de t'avoir rencontré aujourd'hui, d'avoir écouté l'histoire, bah quand même qui est assez incroyable, qui est parce que voilà, encore une fois, une marque B2C en ligne sur un marché qui est pas non plus si facile que ça, qui est pas si anodin et qui a quand même une logistique particulière. Atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans, bravo. Et donc du coup, on espère que le meilleur est à venir. En tout cas, on continuera de suivre ça. Et bah écoute, merci beaucoup, Michael. Avec plaisir. Et puis à tous, je vous dis ciao.